On ne va pas se mentir, le Cameroun traverse des temps plutôt sombres. Nous sommes à quelques petites semaines de la fin d'année. Malgré le caractère épicurien de l'ensemble de nos compatriotes, disons-le, tous les Camerounais ne passeront pas des fêtes agréables. Les tensions sociales sont au beau fixe, que ce soit à l'extrême nord ou bien dans les régions anglophones. Les toutes dernières nouvelles nous parlent de coups de feu entendus encore dans la nuit de mardi à mercredi à Bamenda, à la suite déjà de l'assassinat de ce gendarme au lieu dit Jakiri dans le Bouy à Kumbo hier, une manifestation des membres d'une société secrète des services traditionnels là-bas, disons-le ainsi, visant donc à mettre fin à ce qu'on appelle l'extrémisme ou encore le radicalisme, la radicalisation des positions qui est simplement la résultante d'un laisser-aller. On n'a pas pris le soin vraiment de trouver les bonnes solutions. Depuis qu'il est retourné, Paul Biya a fait la sourde oreille et la crise ne fait que se poursuivre dans ces parties-là. On va, au cours de cette édition, nous adresser tout spécialement à quelques personnes qui nous témoignent de leur fidélité tous les jours, que ce soit à l'étranger ou encore à l'intérieur même du pays, dans le Grand Nord. Monsieur Zrumba Pabame, qui est un fonctionnaire à la mobilité réduite, mais qui est très accroché à cette émission, à tout ce qui est culture. Nous avons une pensée également pour Diane Sarah, de Montréal, du côté du Québec, au Canada. Et vous tous qui nous regardez de la diaspora camerounaise en Belgique, en France, ou même ici à Douala 5e, au quartier Koto, la famille Temgwa Jacques, qui est accroché à ce programme également. Bienvenue à vous tous. Et à vous tous qui nous rejoignez sur ce plateau, à vous Charles-Amel Mbachou, bonjour. Bonjour Sam Severango et bonjour à David Koto Eman. Que se passe-t-il avec Kamtel? Comment comprendre que les autres réussissent à faire 870 milliards comme chiffre d'affaires et que vous ne soyez pas à la hauteur, vous étant fournisseur essentiel et principal? Mon Dieu! Cameroun Télécommunications qui brasse beaucoup de milliards quand même depuis quelques années déjà. Nkoto Eman, un peu plus de 10 ans à la tête de Camtel, avec Victor Moukete, qui est le PCA. Peut-être que vous aurez pu l'interpeller également, le PCA de Camtel. Il est ailleurs, il est parmi avec les étrangers. Oui, c'est ça. Mais Guy, bienvenue, bonjour. Je sais que ça ne va pas très fort pour vous ce matin, mais vous êtes là au rendez-vous fidèle à nos téléspectateurs. Bonjour. Merci Sam Sévérin. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs. Ben oui, on se bat pour pouvoir être sur ce plateau. On va exhorter les téléspectateurs à réagir massivement, comme d'habitude, aux divers thèmes qui seront évoqués au cours de cette édition. Et nous, on va s'employer justement à lire toutes les réactions autant que faire se peut. Voilà, Bombok Bengan, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, je m'inscris de votre ligne Sam en interpellant, en saluant les populations camerounaises et en leur demandant de ne pas attaquer les forces du maintien de l'ordre. Le président de la République, il veut peut-être pas résoudre le problème anglophone, mais laissons-les, les forces du maintien de l'ordre, c'est notre dignité. C'est comme l'équipe nationale de football. On ne les attaque pas. C'est des jeunes gens, des jeunes filles qui s'engagent à défendre le territoire national à 18 ans, alors même qu'ils n'ont pas encore la majorité électorale. Donc ils ne peuvent pas choisir les dirigeants, mais ils nous défendent. Laissez-les, encadrez-les, on les appuie. C'est un choix noble de leur part. Ce n'est pas eux le problème. Vraiment, encadrons-les, amenons-les à contenir la minorité des sécessionnistes et non de les attaquer. Voilà, vraiment, on n'a plus rien à ajouter avec ces paroles de sagesse, avec ces débuts d'affrontement. De ce côté, l'escalade au niveau de l'insécurité, affrontement entre les populations et les forces de sécurité. Ce n'est pas bien dans une république exemplaire. Nous allons aller décoller cette émission avec l'histoire du jour, l'histoire de tendance, avant de nous retrouver pour la suite. Bonjour. Bonjour Sam, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de Ngodi Bakoko. C'est là-bas que j'étais hier, j'ai fait un aller-retour. On m'a appelé à aller résoudre un problème là-bas. Et j'ai dit toujours qu'ils ne parlent plus de moi, Sam. Tu sais que maintenant, pour parler ici, j'ai les gens qui m'écoutent, qui me donnent les conseils, qui me posent leurs problèmes, et je demande l'avis des téléspectateurs. Comme pour dire quoi, j'ai vu et j'ai entendu à Ngodi Bakoko, c'est un monsieur qui m'appelle, il me dit tendance. Mon épouse veut ma mort. Je dis que ouais, papa. Ton épouse veut ta mort comment? Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il ne peut plus parler à un enfant quand madame est là. L'autre jour, il y a leur fils Trésor qui a commencé à faire la tétutesse. Monsieur a tapé sur l'enfant. Quand il tapait sur l'enfant, madame est venue arracher le bâton. Que non, Tambo, non, quand même. Tu ne peux pas taper un enfant comme ça.
Au lieu que tu tapes mon enfant, mieux tu me tapes. Il dit qu'il s'est senti très frustré. Madame lui a dit que, dernièrement, tu as tapé l'enfant avec le centre. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, avant-hier, tu as tapé l'enfant avec la ceinture. Aujourd'hui, c'est le bâton. L'enfant n'est pas quand même un serpent. Vous, les hommes, on vous connaît. Tu ne peux pas taper mon enfant comme je peux taper l'enfant. Donc, si tu veux taper l'enfant, tu laisses, tu me dis que l'enfant fait ceci. Moi qui suis la mère de l'enfant, je corrige l'enfant à ma manière. Pas que tu vas prendre le bâton, fouetter l'enfant, fouetter l'enfant. Non, Tambou, je ne veux pas. Il me dit qu'il a dit à sa femme que la prochaine fois qu'elle va s'approcher pour dire, ouais, bébé, ne tape plus sur l'enfant. Il va seulement l'envoyer à l'hôpital général. Donc, c'est l'ambulance de l'hôpital général qui va venir porter son épouse. Parce que si ce ne sont pas ses enfants, son épouse n'en a qu'à lui dire. Il dit que mes propres enfants qu'elle veut corriger, ma femme s'oppose. Non, 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 non. L'affaire là va arriver loin. Je ne comprends pas. Une femme qui me dit, ne tape pas mes enfants. Oh, mieux c'est de leur conseiller. Quand on tape l'enfant, l'enfant devient rebelle. Donc, monsieur est traumatisé, ça. Donc, si ce ne sont pas mes enfants, tu n'as qu'à me dire. Je ne veux pas coucher les enfants, je ne leur corrige pas parce que tu vas t'opposer. Donc, le foyer est en train d'endiner comme ça. Il dit que son épouse ne le respecte pas. Elle dit arracher le bâton devant les enfants pour faire croire aux enfants que lui n'est rien. Vous avez la parole, chers téléspectateurs. Je m'arrête là. Voilà, vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche par SMS uniquement, pas d'appel. On est donc là, Mbombok Bengan, en plein dans un sujet ô combien intéressant. Deux thèses qui s'affrontent entre le mari et son épouse. Doit-on, comme chez les Occidentaux, systématiquement accorder une protection dans l'absolu à l'enfance, la petite enfance, si vous voulez, ou encore se rappeler de la bonne vieille école de chez nous en Afrique, c'est-à-dire le bâton. On manie la carotte et le bâton, qu'est-ce qu'on fait? Non, on manie la carotte et le bâton, on tape l'enfant. Moi-même, je n'ai pas la propension de taper sur mes enfants, mais c'est nécessaire, c'est même important, quelquefois, de taper sur les enfants. Ici, je reproche à la femme d'avoir reproché son mari devant les enfants. En réalité, elle aurait pu le faire à deux. Parce que là, ça peut, j'allais dire, rébeller les enfants. Ils vont commencer à dire « Maman nous aime plus que papa ». Maintenant, l'homme aussi, comment on peut taper l'enfant avec le cintre, avec certains objets? La ceinture. Voilà, la ceinture. J'avais un voisin qui, militaire de son état, il tapait ses enfants avec les ceinturons. Quelquefois, il les mettait même les menottes. Ce n'est pas normal. Et j'ai dû dire un jour à son épouse, là, je l'avoue ici, d'aller dire à ses supérieurs hiérarchiques, ce militaire travaillait au BBR. Ici à Douala, effectivement, on a interpellé, je vais lire sa hiérarchie, militaire l'a interpellé, l'a rappelé à l'autre. Non, Sam, les enfants sont délicats. C'est-à-dire que vous aurez, j'allais dire, deux frères, deux sœurs qui n'ont pas la même attitude. Un pourrait être timide et un autre, il sera, j'allais dire, très actif dans les choses. Un autre peut même commencer des mensonges un peu tout petit peu. Vous vous dites, mais comment ce sont mes deux enfants? Pourquoi tel comportement et l'autre n'en a pas? Donc là, j'ai dit, il faut corriger les enfants et chaque parent a, j'allais dire, je ne peux pas dire bastonnez tous, bastonnez vos enfants ou ne les bastonnez pas. Non, chaque parent ou chaque parent connaît ses enfants. Et il y en a à qui, lorsqu'on lui refuse, par exemple, vous parlez avec l'occidentalisation, les goûters, et vous pouvez lui dire, vous n'aurez pas votre goûter. Un autre qui dit qu'il n'aime pas la chicotte, dès lors que vous voulez vous le menacez de bastonner, il se met déjà à pleurer. Un autre, vous pouvez le mettre à genoux, un certain nombre de choses. Oui, restons donc sur l'efficacité de l'usage du bâton. Non, quelle est la finalité? Est-ce que le résultat est toujours celui qui est... C'est important. C'est important d'utiliser la chicotte. Même par, j'allais dire, dissuasion. Il faut toujours avoir la chicotte de côté. Et maintenant, quand vous tapez également, l'enfant tout le temps va se dire, mais je sais qu'on va me taper. Bon, à celui-là, vous changez. Vous n'êtes plus obligé d'utiliser la chicotte, vous utilisez un autre moyen. Parce qu'en fait, lorsqu'on les envoie à l'école à 3 ans, on ne demande pas leur avis. Et parce que, étant leurs parents, on sait qu'il y a l'éducation, l'instruction et l'éducation qu'on leur donne. Donc là, on est obligé de les encadrer, quelle que soit la méthode, pourvu qu'on est sûr qu'on les a mis sur le droit chemin. Mais Guy, reconnaissons tout de même qu'on est de moins en moins, en 2017, porté vers l'usage de la chicotte en direction de la progéniture. Très peu de parents, aujourd'hui, reconnaissons-le, adoptent cette attitude dans la répression des erreurs ou errements de nos enfants. Il faut dire qu'en tout temps, hein, du moins moi, depuis que je suis née et que j'ai un certain âge, on a été habitué soit à l'école, soit à la maison à être parfois chicoté par les parents. Mais toutefois, il faut relever quand même que ces méthodes sont de plus en plus proscrites
même au sein des établissements scolaires, au vu je veux dire quoi, des proportions qu'elle prenait, parce que au lieu de corriger, c'était beaucoup plus un peu comme des règlements de compte parfois à l'école où, vous savez, quand vous battez un enfant, il y a une façon de battre l'enfant. Il y a la bastonnade pour corriger, c'est-à-dire c'est fait d'une certaine façon. Il y a la bastonnade pour faire mal. Il y a aussi le degré de l'infraction commise par l'enfant. Justement. Si on peut le dire. Donc c'est différent. Si vous prenez un enfant sur vos genoux et vous lui appliquez des tapes sur les fesses, ça fait mal, il va pleurer. Quelqu'un qui va prendre un bâton et qui va taper l'enfant un peu partout sans tenir compte de ce que ce soit la tête, le cou, la nuque, c'est différent. Donc, il faut dire que dans le cas de l'histoire du jour de tendance, moi, déjà, je m'inscris en faux par rapport au fait que la femme ait repris son mari devant l'enfant. Maintenant, cela dépend aussi de l'attitude du père pendant qu'il corrigeait l'enfant. Vous pouvez rester en retrait et respecter le fait que le père soit en train de corriger l'enfant. Mais quand ça prend des proportions, vous, la mère, si vous êtes présente, vous êtes obligé d'intervenir. Parce qu'il faut le dire, il y a des personnes qui sont très violentes, qui sont très brutales. Si je sais que, bon, mon mari est en train de corriger l'enfant et qu'il le fait quand même d'une certaine façon, j'observe, je ne peux pas m'interposer. Mais si il y a des hommes ou même des femmes qui prennent, parce que quand on parle de taper, il prend, comme on parle du cintre, on parle du bâton, il prend un bâton, il tape l'enfant un peu partout avec, il peut blesser. Et ça dépend des parties visées aussi, parce que justement, il faut taper sur la tête, les épaules, donc si je vois que les ça jambes. Si je vois que ça prend une autre tournure, je serai obligé d'intervenir. Je serai obligé d'intervenir. Il va peut-être se fâcher, mais si je sens que non, là, c'est en train de dépasser les bornes, je serai obligé d'intervenir. Parce que on peut ne pas s'y attendre. Un accident a vite fait d'arriver et après les conséquences, on n'arrive plus vraiment à les assumer. Ça peut être une hémorragie interne, on ne sait jamais, parce qu'il faut faire très attention. Une hémorragie interne, votre enfant tombe, il décède. Vous allez pleurer et il y a des conséquences qui peuvent en découler. On peut vous porter plainte même pour non-assistance à personne en danger. Non, ou même d'assassinat, tentative voilà, justement. Donc, il faut faire très attention. Dire que je suis très d'accord avec Mbombo qui a soulevé un certain nombre de choses, mais je dis le fait qu'une femme interviennent ou même que le père intervienne pendant que la maman corrige l'enfant, ça dépend de certains paramètres. Il peut arriver qu'on intervienne pour dire non, arrête. Alors, Charles Hamel, vous vous situez dans quelle posture sur cette question? On est bel et bien informé de la réalité occidentale en la matière, avec interdiction absolue de porter la main sur sa propre progéniture. Mais aujourd'hui, on sait que chez nous, l'enfant a plus tendance lorsqu'il est sous le coup de l'autorité du père, de rentrer chez la maman. Alors, pour se protéger. Sam Severa, vous allez vous rendre compte qu'en Europe, on a proscrit la causerie, l'éducation. Ça a mené les rebous. Avec des enfants qui portent plainte à leurs parents, avec des enfants qui font emprisonner leurs parents, à des enfants qui frappent leurs parents, ça se voit sur Facebook, des vidéos qu'on envoie, à des enfants qui sont devenus l'opposé complet de la civilisation. Ou c'est plutôt le parent, je dis la civilisation, c'est le parent qui va apprendre, c'est l'enfant qui est appelé à respecter. Ça n'a jamais été le cas, Sam Severa. Il y a deux choses. Dans la société traditionnelle africaine, Sam Severa, il y avait celui-là qui était le garant de la morale. Ce n'était pas le père, ce n'était pas la mère. Dans la famille, il y avait celui qui était le garant de la morale. Et je vous prends une preuve. Dans la maison, lorsque vous commettez une erreur, qu'est-ce qu'on disait? Quand on va t'envoyer chez tonton tel. On va t'envoyer chez papa tel. Tu vas voir ce qu'il va te faire. L'enfant aussitôt changeait. L'enfant aussitôt trouvait une rectitude morale. Lorsqu'il savait qu'il allait passer le week-end chez tonton tel. Tu le connais, non? Tu iras là-bas. Alors, Sam Severa, c'est dans cet esprit qu'on a grandi, qu'on a appris à vivre. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas frapper. Pendant qu'à l'Assemblée nationale française, on dit non, il faut revenir avec la baffe. Revenons avec la baffe. Vraiment, on s'est rendu compte que c'est une erreur. Revenons avec la baffe. Sam, je pense que dans une situation comme celle-ci, on a défié l'autorité parentale. Il y a des enfants que vous grondez, vous regardez dans les yeux. Ils regardent dans les yeux. Vous pensez que là, on accuse qui? C'est la mère. Je suis désolé de revenir en disant que c'est la mère. Parce que c'est la femme qui impose l'autorité du père.
Si la femme ne dit pas que tu connais ton père, limite, moi je peux tolérer, mais limite, le père c'est le bourreau de la famille, pardonnez-moi l'expression, même s'il est doux, mais il doit être considéré comme le bourreau. Je suis d'accord, c'est la dernière autorité. C'est la dernière autorité dans la maison. Il doit être considéré comme le bourreau. Lorsque le père fiasse, il faut que l'enfant se plie. Et l'exemple vient de la mère. Si lorsque le père fait la mère fait les enfants copient. Ça devient une maison où il n'y a pas de respect. C'est l'enfant qui doit dire, vous voyez comment vous vivez avec votre père. Quand votre père parle, je respecte. Même si dans la chambre, après, il va négocier, je respecte. Les enfants s'inspirent donc de cette autorité du père pour décidément prendre une attitude dans la maison. Et vous allez vous rendre compte qu'une maison où la femme respecte son mari, où lorsque l'homme gronde, tout le monde se calme, les enfants suivent. Donc il y a déjà à ce niveau un problème d'éducation. Le deuxième point, Sam Séverin, c'est qu'au niveau de la correction, véritablement il y avait des endroits stratégiques où nous on nous a corrigé. La plante des pieds, les fesses, les mains et le dos. Le dos, c'était lorsque l'infraction était vraiment grave, on disait le dos et la balançoire. Donc nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, vraiment, je veux dire, il y a des gens, je ne sais pas s'ils fument la drogue, vraiment des gens qui utilisent le piment dans les parties génitales, les gens qui utilisent vraiment des instruments, j'estime que là c'est exagéré. Mais je crois encore aujourd'hui que c'est à la femme. On va dire ça à la main les misogynes, mais nous restons sur les affaires traditionnelles. C'est la femme. Une femme qui respecte son mari. Lorsqu'il gronde, la femme se tait. Les enfants vont dire, hey, c'est notre mère là. Je vous relance parce que vous faites bien de rappeler les méthodes appliquées par le passé, mais déjà, sachez que les méthodes comme la balançoire ou encore par le dos, on est là quand même en plein dans le registre des droits de l'homme et du respect de ce que mon enseignant de philosophie en terminale appelait les droits de la personne humaine. Personne humaine douée de raison, et c'est là où on rejoint peut-être la conception occidentale qui considère chaque enfant comme un être pris individuellement, qui arrive au monde et qui mérite tout le respect dès son enfance. Sam Séverin, est-ce qu'on ne respecte pas nos enfants? Lorsqu'il dit qu'il ne mange pas, on le casole. À des moments, vous pouvez parler à un enfant 5-6 fois. La correction, ce n'est pas dès l'infraction. Non. Lorsque l'enfant vient, il arrête le fil du câble, de la télé, il tire. Ah. Tu dis attention, tu rebranches. Il va, tu attention, il va, il redébranche. Donc c'est un jeu. À un moment donné, il pense qu'il joue. Il faudrait que vous marquez votre autorité. Même chez les animaux, c'est comme ça. Lorsque vous voyez les petits lionceaux jouer, ils sont en train déjà de préparer leur autonomie. Hein. Ils sont en train de se préparer à savoir qui sera le plus gêné, leur force de frappe. Ça a toujours été comme ça, Sam Séverin. Donc vous devez donner les marques à votre enfant du principe. Oui, on se retrouve à table. Non, on ne mange pas avec la bouche ouverte. Non, ça c'est des conseils. Mais lorsque l'enfant procède à une infraction répétitive, là, il faudrait qu'il y ait une correction. Ce n'est pas la faute à l'immédiat, même à l'école. Lorsqu'on disait cours calcul mental, on tape les mains. 0,5 multiplié par 11. Vous loupez, le maître dit attention, on peut mieux faire, attention. Ouais. Mais lorsque ça devient répétitif, 11 fois 2, 11 fois 15, tu ne parviens pas à dire que 11 fois 15 font 165. Tu es fouetté rapidement, ça me c'est vrai. Non, j'estime que. Donc il faut aller. Au niveau de la punition, il y a une échelle. Il y a une échelle, ce n'est pas l'immédiat, ça. Alors, tendance, on va prendre les messages, mais votre réaction déjà. Tu sais que l'homme est d'abord fort de nature. Si on ne tape pas mon enfant meurt, je fais comment? Mieux que je ne sois pas à la maison, qu'on m'appelle pour dire que maman, comme tu vois là, le père des trésors a tapé trésor. Soit je viens, je constate que tu as tapé l'enfant. Parce que si je suis là, je ne peux pas supporter. Mais 9 mois de grossesse. De 2, quand tu tapes mon enfant, tu rends l'enfant récalcitrant, rebelle. Il faut causer avec les enfants, parce que les enfants sont les anges. On n'a pas besoin du fouet. Quand aujourd'hui il te faut avec la ceinture, demain je prends le cintre, après-demain je prends le boudin. Cause avec l'enfant. Dis à l'enfant que bébé, ce que tu as fait, est-ce que c'est normal? Non, papa. Tendance, vous avez dit 9 mois de grossesse. C'est bon qu'on Mais 9 mois de grossesse, ça. Non. L'enfant appartient au géniteur, c'est-à-dire le père. Donc, vous avez porté l'enfant pendant les 9 mois, on est d'accord, mais ne pensez pas qu'il vous appartient un peu plus qu'à son papa. Je ne refuse pas ça. Voilà, donc il faut bien le préciser. Tu connais les doigts de l'homme. Si tu as fait un homme qui a les doigts plus larges que pour moi, tu fais comment? Qui prend comme ça, qui fait mzang. Sur la joue de l'enfant, c'est les 5 doigts qui restent. Mais l'enfant peut avoir un traumatisme. Ça fait que demain, quand l'enfant va aller jouer, il va dire que je peux faire la tétutesse, mon père va me taper mes sangs pour mieux, ça finit. Non. Quand vous avez ton enfant, tu lui dis trésor, la prochaine fois, je vais te punir. Tu es puni comme il va même t'amener au lycée devant tes amis. Voilà. Ça peut même frustrer l'enfant. Dis-moi à l'enfant que, ok, ce que tu aimes alors, il va te priver de ça. Pour que l'enfant
Parce qu'on ne peut pas grandir sans faire la têtutesse, Négui. Voilà. Si tu étais à la place de mon père ou ma mère, tu allais faire comment? Ma mère a marché de moi partout. Tes parents ne t'ont pas corrigé. Mes parents m'ont corrigé, mais j'étais Yakuza. Qui dit Yakuza? J'avais le trou sur la tête. Ce qu'on disait que ne fais pas ce où je faisais. C'est aujourd'hui que je comprends beaucoup de choses, Sam. Quand ma mère dit ne fais pas ce où je fais, il dit mieux je n'ai pas planté. Parce qu'il y a des enfants Yakuza aussi. C'est ça que je dis que Sam. À l'époque, quand ma mère me faisait dire que moi, je sais qu'elle va venir planter les choux. Ou je vais me remplir l'eau dans le bidon avec la cuillère. C'est comme ça qu'elle faisait. Bon, mais Guy, vos dernières observations sur le sujet concernant les corrections qu'on doit appliquer aux enfants. Non, il faut lier la carotte et vous avez dit, non, il faut avoir le bâton à côté. Les enfants, il y en a qui sont timides, il y en a qui sont plus virulents. Et aujourd'hui, vous verrez que dans les lycées, nos enfants vont dans les lycées, les enseignants vont vous dire comment vous pouvez avoir un enfant en classe de 5e venir avec 5 000 francs à l'école. Et ça veut dire qu'il a commencé un certain nombre de choses. Lorsque les parents, c'est là où j'apprécie les autorités camerounaises, lorsqu'ils parlent de la communauté éducative. Donc, un enfant qui a 8 ans, qui a déjà 5 000 à l'école, même si ses parents sont milliardaires, ce n'est déjà pas bon. C'est-à-dire que comment ça vit, comment c'est un ensemble de choses. Voilà, là ça va élargir le sujet. Absolument. Non, il y a je vais des enfants qui vont à dire l'école, qui se font déposer, qui vont en voiture, qui vont... Voilà, non, là c'est bon, c'est papa les dépose. Et c'est même pour cette raison qu'on a institué la tenue. La tenue, c'est pour mettre tout le monde l'uniforme, voilà, au même niveau. Donc maintenant, il y a donc des écarts qu'on va contrôler. Et à la maison, il y en a qui dissimulent. Il va dire à maman, non, voilà, alors que il a même ouvert le sac de maman, il l'a mis. Lorsque sa maman va le savoir plus tard, il faudrait bien que maman corrige. Il le rappelle d'abord à l'ordre avant de sortir la chicotte. Voilà, mais Guy, quel est dans le juste milieu? On peut en convenir. Charles Hamel évoquait l'oncle qui était comme l'épouvantail d'une famille. Ça peut exister également. On peut faire introduire une troisième personne comme troisième autorité. Oui, moi personnellement, dans ma famille, ça se passe comme ça. On sait que bon, il y a une tata qui est sévère, il y a un tonton qui est sévère, un peu plus que les autres. Donc souvent, quand l'enfant fait des conneries, on dit ok, tu vas aller faire 2 semaines chez tonton tel. C'est pas qu'il va le maltraiter, parce que il faut pas oublier que l'enfant sait quand on le maltraite et il sait quand on le punit à raison. Il faut faire très attention. Un enfant est conscient quand on le maltraite et il sait quand on le punit à tort. Donc le plus important, c'est de faire savoir à l'enfant que si tu es puni, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as fait cela, et que ce soit quand même un peu proportionnel. C'est-à-dire que la punition et la faute, que ce soit quand même un peu proportionnel. Et enfin, je dirais que oui, le bâton, il faut de temps en temps chicoter l'enfant, mais il est souhaitable que ça arrive en dernier recours. C'est-à-dire qu'on n'habitue pas aussi les enfants au bâton, parce que, vous savez, quand vous frappez tout le temps au même endroit, à un moment donné, cet endroit devient insensible. Ça devient, parce que vous avez eu tellement mal qu'après, ça ne fait plus mal. Donc, si vous habituez vos enfants au bâton, après, ce sera bon, ok, je fais ce que j'ai à faire, je sais que quand je vais revenir, on va me fouetter. Vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui pleuraient quand on les fouettait, et à la longue, ils ne pleurent même plus. C'est-à-dire, ils encaissent des coups sans disons-le donc, comme on le dit, cet adage, la peur du gendarme, c'est aussi le commencement de la sagesse. La peur du bâton. Un peu plus, il faut chicoter de temps en temps, mais il faut aussi quand même entretenir un certain dialogue avec les enfants, parce que ils peuvent avoir des problèmes qui nous échappent, et juste le fait de discuter avec eux, les laisser s'ouvrir, nous expliquer ce qui les gêne, serait peut-être pas mal. Oui, dialoguer, surtout que, Charles Hamel, on a affaire à une typologie au niveau des caractères de nos enfants qui varie, parce que vous avez des enfants yakuza, des enfants qui sont des agneaux, et d'autres types d'enfants. Sam Sévérin, je vais vous dire, je vais vous prendre un cas. Je ne vais pas parler de cet enfant que tu as cité, mais je dis, il était le chat à la maison, mais sorti de la maison, c'était le loup. C'était le loup. C'est-à-dire, à la maison, il est le chat, il ne parle pas. Il est celui qu'on gronde, il plie. Il est celui à qui on parle, il baisse. Mais lorsqu'il sort, c'était la terreur. Le jour qu'on a convoqué son père arrive à l'établissement, on relate les faits. Le père dit, c'est impossible, pas celui-là. On amène les camarades individuellement. Le père dit non, vous avez retracé. On dit au père, ok, d'accord. Déposez comme d'habitude votre enfant, partez, vous revenez.
Il a déposé l'enfant, il est parti. Il est revenu. 30 minutes après, il a vu que c'était son fils qui déjeunait convenablement à la maison, qui arrachait le pain de tous à l'école, qui frappait, mettait à genoux. Au point où on l'a nommé surveillant même de classe, ça ne suffisait pas pour brimer. Non, pour dire Sam Sévérin que vous aurez beau avoir un enfant à la maison, vous ne le connaissez pas. C'est lorsque l'enfant est hors de la maison que vous connaissez qui est votre enfant. Ce n'est pas quand il est à la maison. On a vu des enfants qui portaient les tenues, qui doublaient les pantalons. Lorsqu'ils savaient qu'il devait avoir punition, ils doublaient les pantalons. On a vu comme autre méthode ceux qui utilisaient l'eau. Ok, tu as doublé le pantalon, on verse l'eau sur lui pour pouvoir le frapper. Donc pour dire Sam Sévérin que tant qu'il faudrait toujours que le bâton doit accompagner l'éducation de l'enfant. Mais quand on dit bâton, ce n'est pas le goyavier, ce n'est pas le goyavier, non, pour dire, ce n'est pas le bâton de balai, le long bâton en bois avec lequel il faut frapper l'enfant. Non, c'est une matière souple. Il faut utiliser une matière souple comme la ceinture, il faut utiliser vraiment de matériel léger pour punir l'enfant et non prendre ce qui peut endommager l'enfant parce qu'on a vu des parents frapper la ceinture, se couper et partir avec les coups de poing à des moments avec l'enfant. Souvent, on avait le tuyau de gaz. Il faut dire que de notre époque, rappelons, c'était très dur, hein, parce que quand je me rappelle de ma période de l'école primaire, c'était quelque chose qui dépassait même le goyavier. Hein. C'est-à-dire qu'on choisissait bien la matière qui est vraiment très... Il faut noter qu'il y a des parents qui en font trop. Ça, il faut le dire. Parce que dire que non, la mère ne doit pas la mère, moi, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est des faits qu'on observe ici. Il y a des hommes qui punissent leurs filles. C'est-à-dire que la petite peut faire je sais pas, elle sort. Ça peut arriver à une adolescente. Elle sort, elle revient le lendemain. Il faut punir, je suis d'accord. Mais quand vous voyez un homme qui prend le piment, qui ouvre les jambes de sa fille c'est généralement les femmes qui le font. Non, il y a des hommes. Les femmes. Il y a des hommes qui le font. Mais c'est une tentative d'assassinat. Voilà, c'est une raison d'assassinat. Ce n'est pas ça le problème. Que ce soit la femme ou l'homme, ce n'est pas normal. Donc si vous êtes le parent en face, vous allez intervenir. Absolument. Vous allez intervenir. Les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Il te faut de l'enfant, les cicatrices partout sur le corps. Voilà, donc on va prendre les réactions de nos téléspectateurs. On a Djachou Jesmé Debolova qui nous dit: une femme peut intervenir de manière douce et polie et non par bras de fer, c'est-à-dire en prenant la chicotte poliment à son mari et le corriger à sa manière. La femme doit dire à son mari: ouais, on ne doit pas fouetter l'enfant de cette manière, donc tu l'as fait, mais l'homme a le droit de corriger l'enfant. Amandine depuis Bepanda. Alors, le respect est réciproque. Il y a des hommes qui ne respectent pas leur femme. Je ne sais pas si c'est Lucie depuis Combo qui nous écrit. Je ne sais pas si c'est en rapport avec notre thème, mais on va prendre cet autre message. La bastonnade abusive n'est pas la meilleure éducation et ceci concerne les deux parents. Qu'on arrête d'accuser les Occidentaux de tout et de rien. En Afrique aussi, depuis la nuit des temps, il a toujours existé des enfants qui tapent sur leurs parents. La preuve, il y a des sanctions qui punissent tout enfant qui bat sur son parent dans nos villages. Non, mais on voit de plus en plus des vidéos. Ça, on peut les faire voir. Même demain, je peux rassembler tout ce qu'on a collecté des enfants qui frappent leurs parents, des enfants plus jeunes. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe. Même lorsqu'on ne frappe pas, il y a un temps qui dit, quand un enfant de 8 ans, vous dites, votre papa vous dit, donne-moi de l'eau à boire, il dit, papa, dis-moi s'il te plaît. Voilà. Ce n'est pas bon non plus. Voilà. Tu dois gronder l'enfant. À 8 ans, donc c'est le papa. Continuez à négocier avec vos enfants, vous verrez là, ça va vous amener. On ne négocie pas avec les enfants de 0 à 20 ans. On ne négocie pas. Ok, un autre message. Alors, quand on est habitué à taper sur l'enfant, sa peau devient dure et du coup, il ne ressent plus rien et il devient plutôt un délinquant. C'est Augustin Magua. Oui, tout à fait. Voilà. C'est quand on maintient la même forme de punition. Voilà. À des moments, on dit non, monsieur, tu plantes les choux. À des moments, c'est les cailloux qu'on met entre les mains. À des moments, il y a des techniques qu'il faut aller, des techniques de gestion. À ce moment, on va savoir que mon père varie, ce n'est pas la même punition. Disons que pour sortir de cette rubrique-là, la finalité, c'est de faire des enfants des hommes qui soient dignes de ce nom, qui se réalisent et qui s'insèrent dans la société. Donc, toutes les formes de correction, que ce soit à l'école ou bien à la maison, visent les mêmes objectifs aujourd'hui, mais ça dépendra donc de la formule que vous aurez choisi d'appliquer et du mode de civilisation de là où vous habitez. Parce qu'en matière de civilisation universelle, on dira simplement que les droits de l'homme doivent être respectés et la législation chez les Occidentaux protège un peu trop l'enfance et la petite enfance, ce qui n'est pas encore le cas ici chez nous. Merci de rester avec nous. On va prendre la suite avec la colère de Charles Armel.
Je m'interroge ce jour sur la question des bus de transport dans ce pays. Je m'interroge sur l'état des bus qui transportent les passagers d'une ville à une autre. Je m'interroge sur les bus qui transportent même les passagers dans une ville, Douala, Yaoundé, même comme les employés de la Stécis ont décidé d'être en grève ce matin. Comment comprendre que dans ce pays, on parle de tout sans jamais s'intéresser aux vrais problèmes? Regardez les bus. Depuis qu'on a suspendu Général, c'est comme ça que ça charge tous les jours, monsieur le ministre. Comment comprendre qu'on suspende les agences de voyage alors que les problèmes sont ailleurs? Comment comprendre qu'en termes de bilan partiel, on a suspendu Général sans attendre le procès verbal, sans prendre en compte l'huile versée sur le sol et les différentes responsabilités? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'en termes de bilan partiel des causes d'accidents, le ministre des Transports nous annonce que plus de 1000 chauffeurs des agences de voyage soient inaptes à conduire à cause des problèmes de vue? 1000 chauffeurs. Et qu'aucune sanction ne soit prise, on les laisse continuer à conduire après avoir découvert cet état de choses. Savez-vous que les soi-disant spécialistes des transports parlent de tout, sauf de la sécurité et du confort des passagers dans les bus dits gros porteurs? Comment comprendre que de tels spécialistes aient pu occulter l'absence de la ceinture de sécurité alors qu'accessoire indispensable? Dans ce bus, ont-ils tous la ceinture de sécurité? Point d'interrogation. Comment comprendre qu'il n'existe à proprement parler pas de ceinture de sécurité dans aucun des bus de 70 places? Mombok, Megui, Kenny Tendance ou encore Sam Sévérin, avez-vous pris ces bus et mis la ceinture de sécurité? Que non, j'en suis sûr. Alors qu'il existe des contrôles des agents de prévention un peu partout. Savez-vous qu'au moyen de choc, il est tout à fait normal que les passagers soient ballottés à l'intérieur comme des graines de maïs dans une bouteille que l'on secoue? Savez-vous que les bus dits de 70 places sont à l'origine conçus pour abriter une soixantaine de sièges? Savez-vous que lorsqu'ils arrivent chez nous, on enlève les sièges d'origine, on aligne des paires de sièges avec ceinture de sécurité sur chaque siège pour les remplacer par un alignement de 2 ou 3 sièges serrés fabriqués avec du fer qui constitue le premier danger en cas d'accident? Monsieur le ministre, savez-vous qu'ils font tout cela pour gagner 10 places supplémentaires? Savez-vous que les bus qui ont conservé leur siège d'origine sont ceux qu'on appelle bus VIP ou bus de prestige? Ça, c'est les bus d'origine. Comme quoi, ce qui est ordinaire chez les Blancs est prestige ou VIP chez nous. Comment donc comprendre que ce soit le ministère des Transports et tous ces spécialistes à la con qui valident cette énorme tricherie? Comment est-ce qu'il a délivré la carte bleue qui détermine le nombre de passagers autorisés dans un véhicule de transport en commun? Je m'interroge, est-ce qu'ils savent que la légalisation de cela même, la légalisation de la carte bleue est en fait la légalisation de la surcharge et de l'insécurité? À quoi nous servent ces officiers de police judiciaire à compétences spéciales envoyés sur nos routes pour soi-disant agir dans ce qu'ils appellent la prévention routière? Se contentent-ils de prévenir dans les bus en descendant les passagers assis sur la dizaine de chaises ajoutées, ou alors tout simplement ceux qui n'ont pas de ceinture de sécurité? Comment comprendre que ces malheureux pyromanes sanctionnent les petits véhicules lorsque le chauffeur et les passagers n'ont pas mis la ceinture, mais ne voient jamais l'absence de ceinture de sécurité dans les gros porteurs? Voilà. Au ministère des Transports, il existe bien une direction générale du transport routier. Et le principal occupant de ce poste ces derniers temps était assez régulier dans les médias. Et parmi les causes essentielles qui ont été avancées, vous l'avez dit, Charles Hamel, parce que j'ai également moi-même, Mbobok, été stupéfait d'apprendre que un peu plus de 1000 chauffeurs de ces gros porteurs sont des malvoyants en réalité. Voilà. Bon, s'ils sont au courant que c'est ça le cas, parce que le ministère fait tout pour se disculper, pour se laver les mains, pour ne pas reconnaître que ça peut relever aussi du mauvais état des routes et peut-être de la non-observance de tout ce qui est fait en matière de contrôle technique des véhicules, des voitures. Oui, Sam, comme vous,
j'ai eu aussi des frissons. Quand je l'ai appris, je me suis dit comment le gouvernement, j'allais dire, c'est une programmation d'assassinat collectif ou quoi, je n'en sais rien. C'est-à-dire, j'ai eu froid au dos. En plus de ce que Charles Hamel vient de relever tout à l'heure, si tel est que ces bus viennent avec le nombre de places limitées à 60 et qu'on les porte à 70, je suis convaincu que ce directeur de transport routier est au courant. Parce qu'eux, au moins, ils connaissent les normes. Et il est au courant comment? Est-ce que ces personnes sont passées dans le bateau Mercy Ships ou bien le nouvel avion, l'avion qui est venu là, Eyes Fly, voilà, pour faire des contrôles là-bas? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on nous donne des chiffres. Non, quand ils le disent, c'est quand même les autorités qui le disent. C'est eux qui le disent. Ça veut dire que... Bon, il y a un principe, ils ont quand même les agents de renseignement dans ces bus-là, dans ces agences-là. Donc, en fait... S'ils le disent et que si c'est avéré, Bob, je voudrais qu'on convienne de ce que c'est un gros plan d'assassinat collectif. Absolument. Parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens circuler sachant qu'ils sont des malvoyants. Et dans certains bus, lorsque vous entrez, comme disait Charles Hamel, j'ai l'impression effectivement qu'on a ajouté les places. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous asseoir. Un jour même, je me suis amusé, non, c'était même la semaine dernière, à dire que bon, est-ce que ces bus étaient conçus pour les Chinois? Parce que, en fait, j'ai blagué pour dire que les Chinois n'ont pas une grande taille, parce que les genoux n'arrivent pas à trouver. Donc, en réalité, j'ai l'impression, comme disait Charles Hamel, qu'on a ajouté les places. Donc, l'écart entre les sièges n'est pas considérable, a été réduit. Et comment se fait-il également? Il a parlé des bus VIP. Ces bus de n'importe quelle agence tombent en panne de manière permanente et régulière aussi. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, en fait, en plus, laissons l'état de route, mais l'état des bus, les autorités savent pour comment on délivre les agréments de transport. Et jusqu'aujourd'hui... Bon, donc la faute aux transporteurs eux-mêmes, on peut le dire. Oui, ici, il y a des micmacs, il y a des connivences avec le ministère des Transports, je suis convaincu. Sinon... Aujourd'hui, moi, je n'ai pas, demain peut-être vous allez me contredire, je n'ai pas encore eu, j'allais dire, la faute commise par Général. Je ne sais pas si ça a été vu, mais la faute, quelle est la faute commise par l'agence comme entreprise Générale Express? Moi, je n'ai pas... Alors, tendance, on dit que depuis la suspension de Général Voyage, apparemment, avec les images, c'est encore plus difficile. Hey. C'est comme si Général sauvait seulement tout le Cameroun. Mais c'est assez paradoxal quand même. Hein, parce que pour voyager, maintenant, tu réserves avant. Si tu ne réserves pas, tu n'auras pas de ticket. On ne va pas te donner le billet de voyage. Mais il y a quelque chose qui n'est jamais rien. Donc, il y a quelque chose que ne comprend jamais. Parfois, tu prends un bus, on a écrit que les vitesses, tel nombre de vitesses. Le 90, chauffeur doit, 60, oui. Oui, que le chauffeur ne doit pas dépasser telle vitesse. Si le chauffeur dépasse comme ça, voilà le numéro pour appeler. Souvent, les chauffeurs dépassent. Tu prends le numéro, tu appelles, on te dit qu'on ne décroche même pas. Le jour qu'on parvient à décrocher, on dit, madame, c'est votre numéro, je rappelle. Ça veut dire que soyons sérieux avec nous-mêmes. Ah non, moi, je l'ai fait aussi. On me dit, le nom du chauffeur est affiché. J'ai dit non. Mais c'est le but, puisque j'ai le ticket, bus me retend. On dit, bon, monsieur, on va s'en occuper. On est arrivé à Yaoundé, on a... Jusqu'à... Et c'est énervant ça, parce que nous ne sommes plus en sécurité. Ce qu'on fait maintenant, c'est que, quand on veut voyager, on dit, c'est bon, Seigneur, tu as notre vie en main. Absolument. Te voilà. Si tu ne prends pas un chauffeur qui somnole au volant, c'est que Dieu t'a un peu sauvé ce jour. Il y a quand même les agences VIP tendance. Toi, tu dois prendre le VIP. Souvent, je prends le VIP. Bon, souvent, je ne prends pas que je suis pressé. Il y a un moment où je suis pressé pour aller à mes gombos. Quand il voit que je ne peux pas prendre l'arcelo avec la voiture. Parce que celui-là, quand il prend l'arcelo avec la voiture, il est toujours peu simple. Soit il pas avec quelqu'un. Donc, il y a des moments où tu prends le VIP. Le VIP même te laisse. On t'agresse même dans le VIP. Tu dis quoi, ça? Le gars agresse dans le VIP. L'habit ne fait pas le moine. Tu vois un responsable qui vient étant bien habillé avec la veste. Ne crois pas que lui veut voyager, c'est un soutireur. On vole. Donc maintenant, quand on veut voyager, on dit que Seigneur, ma vie entre tes mains. Oriente-nous, dirige-nous. Parce que c'est toi seul qui as le dernier, parce qu'on n'a plus confiance à personne. L'agent, même que tu crois que l'agence, il respecte les gens, l'agent ne te respecte pas. Tu viens, tu respectes l'agence, tu peux arriver, on ne te respecte pas. Tu peux pas avec les bagages, arriver, on détourne même. Tu vas faire comment? Rien. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu vas faire quoi? Rien. Je dis bien rien du tout. Donc, nous ne sommes plus en sécurité. Prenons l'exemple sur les taxis. Bon. N'est-ce pas, on disait que les taximens vont avoir les badges. Que quand tu es dans un taxi, on voit les badges avec le nom du taximan. Alors, si ça a disparu. Quand tu empruntes le taxi, tu pries que Seigneur, fais en sorte que ce ne soit pas un braqueur. Parce qu'il t'amène n'importe où. Tu vas connaître comment? Tu ne vas pas connaître. Donc, n'oubliez le badge. Les cargos même, qu'on avait suspendus. Ah, nous, ils sont faits dans la ligne. On part dans le village avec le cargo suspendu. Et on prend même, on change, on retape, on écrit, on porte nos enfants. Demain, quand on entend qu'il y a les accidents, bonjour la catastrophe, le tétanos. De qui c'est mon tort?
Donc, on est d'accord, le secteur des transports, que ce soit en zone urbaine ou dans le domaine interurbain, mais qui est dans un état vraiment qui est à refaire totalement. Délabré, voilà. Délabré. Voilà. Je voulais me dire, délabré. Mais Guy, comment on fait pour sortir de là? Il faudrait que des mesures soient prises visant à sécuriser je veux dire quoi, les passagers, les citoyens en général. Parce que quand on observe Très bien, que les mesures soient prises en amont, à quel niveau? Au niveau du ministère ou bien au cœur même de ces agences-là? Ministère des Transports, au niveau de la police, c'est-à-dire que les personnes qui sont... les contrôles de gendarmerie? Tout à fait. Au niveau même des transporteurs, c'est-à-dire que les personnes même qui... les travailleurs de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait, je reviens toujours là-dessus, et j'ai bien peur de me répéter tout le temps, il faudrait qu'il y ait d'abord une certaine éthique qui soit observé par tout le monde. Un sens de l'éthique qui soit observé par tout le monde. C'est de là que tout part. Une certaine conscience de ce que, quand on veut faire quelque chose, qu'on essaye de bien faire et surtout de penser aux autres. Pas forcément toujours penser à se faire de l'argent, au détriment de la sécurité des autres. Parce que tant qu'il n'y a pas ce sens de l'éthique, Sam Sévérin, tant que chacun essaye de se faire la malle au détriment de la vie, de la sécurité des autres, de ses frères, on ne sortira pas de l'auberge. Alors, il est hors de question que quand vous observez aujourd'hui les véhicules qui assurent le transport dans nos villes, je parle des taxis, je parle des bus, quand vous voyez l'état de ces véhicules-là, on devrait se poser des questions. Vous ne pouvez pas conduire un taxi qui est rouillé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou au moindre choc, il suffit que quelqu'un se blesse un peu avec la rouille et tout. On sait très bien où est-ce que ça peut nous amener. Il est hors de question que les gens interpellent des véhicules, des conducteurs, qui se soucient de, je ne sais pas trop quoi, avoir les papiers du véhicule. Après, on regarde s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Mais ils ne regardent pas si les enfants qui sont à l'intérieur ont des ceintures de sécurité. Ils sont au très Cameroun, peu. on ne met pas la ceinture, hein, sauf peut-être à l'axe lourd. Ils sont très peu. Mais quand on roule en ville, il n'y a pas, on met c'est pas pas obligatoire. Alors qu'au Gabon, à côté, ça devrait être obligatoire. Absolument. Ça devrait être obligatoire parce que vous pouvez être dans votre véhicule. Je prends un exemple banal. Il y a une voiture qui est à l'arrière, qui lâche, qui perd ses freins et qui vient vous cogner. Il y a un enfant qui est là, qui n'a pas sa ceinture et qui se retrouve projeté. Il va casser sa tête contre le pare-brise. Voilà, il aurait eu sa ceinture de sécurité qui n'aurait rien eu. Mais à cause de ce défaut, il se retrouve dans un état catastrophique. Donc, il faudrait que ce soit que de plus en plus. C'est-à-dire, c'est quand même étrange. Charles Hamel l'a dit dans son propos, dans les bus, qui a mis la ceinture de sécurité dans un bus? Qui? Souvent, on n'en voit même pas. On n'en trouve même pas. Vous voyez des gens qui entrent dans des bus. Déjà, comme on l'a dit, on rajoute des sièges. Ils sont en surcharge. Des personnes qu'on ramasse en route qui s'asseyent sur les escaliers dans les bus. Les contrôles servent à quoi? Quand on voit des contrôles, rarement on a vu des contrôles inopinés sur la route où des agents sont entrés dans le bus et ont contrôlé ces détails-là. Est-ce qu'il y a des extincteurs? Est-ce qu'il y a des sorties de secours? Il y a souvent des vitres qui sont bloquées, vous ne pouvez même pas ouvrir. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Vraiment, on prend trop de choses à la légère et on aime beaucoup les catastrophes. C'est quand la catastrophe advient que nous, on réagit. Est-ce qu'il n'y a pas réagit toujours à peu posteriori. trop de légèreté, absence de fermeté, Charles Hamel, au Cameroun, la tolérance administrative, un peu trop de tolérance qui fait que ce soit au niveau des contrôles routiers, on laisse passer, que ce soit au niveau des contrôles, au niveau de ces agences-là, on laisse passer également. Conséquence, tout le monde peut se contenter du laisser aller parce qu'on va dire, on va faire comment, on ne peut pas mettre les gens en chômage et tout. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par sévir véritablement lorsque les gens ne sont pas en règle? Les ministres des Transports, tous les différents ministres, pas celui-ci, ils s'amusent. Ils font tout, mais ils ne travaillent pas, ils s'amusent. La vie des Camerounais ne leur importe peu, Sam Sévérin. Le jour que le ministre des Transports va emprunter un vrai bus camerounais, où il sera assis entre deux personnes sur des bancs de 3, il va comprendre ce que vivent les gens. Vous quittez à Douala en bonne santé, vous arrivez malade à votre destination. J'ai dit malade parce que vous avez les pieds ankylosés. Vous ne pouvez même pas vous lever. Ça me c'est vrai. Comment se fait-il que le colonel,
les secrétaires d'État à la défense, les généraux, les officiers, tous ceux qui descendent, qui disent qu'ils font la prévention, ils restent plus assis derrière les comptoirs, attendant que les chauffeurs descendent pour venir les saluer. Combien entrent dans ces gros porteurs? Combien sont-ils qui entrent dans ces gros porteurs pour effectivement contrôler la qualité, la fiabilité des différentes ceintures de sécurité? Que non. Il faut dire que concernant même les motos-taxis, on dit que les motos-taximens avaient demandé qu'ils portent les casques ainsi que les passagers. Lorsque nous sommes à Douala, on envoie. Non, du tout. On envoie. Voilà, avec la permission de la régie, il faut qu'on voie la vraie qualité des bus. La vraie qualité des bus. Voilà comment les bus arrivent lorsqu'ils viennent ici au Cameroun, avec la permission de la régie. Voilà comment ces bus arrivent ici. Voilà comment ça arrive. J'ai pris quand même la peine de pouvoir. Voilà comment ces bus arrivent au Cameroun. Regardez comment ils reconditionnent. Ils reconditionnent ces bus. Ah oui, mais là c'est en meilleur état. Oui, voilà comment ça arrive. Ils reconditionnent ces bus. Dans quel but? Dans le but de se faire de l'argent. On ajoute 10 places. On ajoute 10 places. Et vous ne pouvez pas nous dire que le ministère des Transports n'est pas au courant. N'est pas au courant de ça. Voilà comment ces bus arrivent. Voilà comment les bus sont éclairés. Voilà comment ça arrive lorsqu'ils vont acheter ces bus. Mais ils reconditionnent ces bus ici au Cameroun. C'est terrible. Pour permettre de se faire de l'argent. C'est spacieux. Donc vous allez vous rendre compte qu'on diminue même la quantité d'espace pour gagner en tombe de sièges. Mais c'est pas normal, c'est pas logique. C'est la même chose qu'on avait observé effectivement avec le rail. Je me rappelle encore du ministre John Bengeninde. Un jour, on nous dit que l'entreprise Camrail vient d'acquérir un nouveau genre de train, une nouvelle marchandise. Il a fait le voyage d'essai, Douala et Déa, et descend. Le train qui devait continuer sur Yaoundé est tombé en panne quelques temps après. Voilà. Et c'est après qu'on nous dit que non, ces trains-là étaient déjà mis hors service. Ces trains étaient déjà mis hors service au Portugal. Voilà. Dernièrement, avec l'accident des Zeka, on venait de nous dire que non, c'est des nouveaux bus chinois qui sont arrivés vraiment des technologies, dernier cri, et ainsi de suite. C'est donc arrivé. Donc on comprend donc pourquoi au ministère des Transports, ils doivent le savoir. Voilà. Que ce soit sur le rail ou sur la voie routière. Mais même ici dans la ville, on voit une société de transport urbain. Oui, les bus brûlent tous les jours. Les bus brûlent tous les jours. Mais est-ce que vous voyez les mêmes bus qui sont remis en route? Mais c'est incroyable quand même. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite au sein de cette entreprise pour juger de la qualité des bus qui transportent des gens? Voilà. Vous voyez des personnes qui payent leur transport et ils n'ont pas fait, je ne sais pas moi, 1 kilomètre, que le bus a pris feu, tout le monde descend et ils ne sont même pas remboursés. Il y a un autre bus qui vient vous prendre. Justement, quand vous voyez l'état de ces bus-là, ils sont inclinés comme ça. Vous avez l'impression qu'ils vont tomber d'un moment à l'autre. Mais ils roulent tranquillement, il n'y a aucun contrôle. Mais attendez un peu, soyons quand même sérieux. Le nom de ces Sokatu, non, Megui, maintenant c'est Sokatombe. Parce que, non, Chalamène ne rit pas. Sokatombe. Quand tu prends Sokatu, quand tu as la descente, tu fais tes prières. Parce qu'à la descente, Sokatu ne supporte pas. À la montée, Sokatu ne supporte pas. On va compter combien de fois j'ai vu Sokatu s'arrêter ici à Balé-Bessengue. Henri Raphaël, ça a même d'abord pris feu. Les moteurs ne donnent jamais. D'abord même, chez les Blancs, même il n'y a plus la poubelle. Quand vous êtes dans la poubelle, vous prenez pour venir vous ravitailler au Cameroun et nous ne sommes pas en sécurité. Rien que vous prendre le bus de Sokatu, on souffre en route, Megui. Vous êtes serré comme dans le bois de sardines et en plus, vous n'êtes même pas bien assis. Et les gens qui sont debout. Et malheureusement, les gens sont obligés de les prendre parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il faut dire, disons-le simplement aujourd'hui, Megui, on ne peut certes pas citer ces agences, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ensemble des images de vidéos. Voilà comment il fonctionne. Bon, à Douala, on donne le A. Bus A. À Bafoussam, c'est le B. Douala, c'est le C. Bafoussam, c'est le D. Douala, c'est le E. Bafoussam, c'est le F. Donc, lorsque vous êtes à Douala, le bus part. On attend que le bus... Je dis actuellement comment ça se passe. Hein? On attend que le bus A arrive. Lorsqu'il gare, on dit les passagers avec le bus, avec les tickets sur lesquels sont marqués le chiffre B, sont priés de se placer à l'embarquement. Bagages près des bus. Le bus a-t-il eu le temps de faire une vérification? A-t-on pris la peine de se rassurer que le bus qui vient là n'a pas de panne? Non, on dit tous ceux qui ont le ticket B entré. Voilà comment le B redémarre. À l'immédiat, il est arrivé qu'il redémarre avec un autre chauffeur à son bord. Direction Douala.
Pendant qu'il arrive à Douala, le C arrive. Lorsque le C arrive, on dit au D. Parce que ces agences n'ont pas de bus, on surcharge. Lorsque vous voulez parler, on dit on fait comment? Moi, je m'interroge finalement. Et quel est le rôle du ministère des Transports et de ces différents départements s'ils ne sont pas même? Aucun bus ne devait circuler. Si on dit que la ceinture de sécurité réduit de 40 à 50% le risque de décès pour ceux qui sont à l'avant et de 25 à 75% pour ceux qui sont à l'arrière du gros porteur. Comment circule-t-il sans ceinture de sécurité? Charles Armel, je t'assure que il y aurait eu des ceintures de sécurité, que certes, on aurait eu des accidents mortels, mais il y aurait eu moins de victimes. Il y aurait eu moins de morts. Parce que imaginez un peu des chocs frontaux de véhicules. Si vous avez des ceintures de sécurité, vous serez peut-être maintenu sur votre siège. Mais les gens meurent parce qu'ils sont catapultés d'un point à un autre. Et c'est les chocs qui les tuent. Parce qu'ils partent peut-être, je ne sais pas moi, de la 10e rangée pour devant. Et on parle même, Megui, on parle même des conducteurs. Parlons aussi des passagers. Il ne faut pas que la sécurité soit uniquement pour les conducteurs. Parlons aussi des passagers. Vous avez des passagers qui, avant de voyager, consomment 6 bières. 10 bières. Mais ça commence par le Lorsque le gars rentre, il se couche, dès qu'on dit bien vouloir attacher, nous sommes en train de partir, c'est là qu'il commence à ronfler. Il ronfle comme s'il était dans un lit douillet, un lit à eau douillet, il s'endort. Lorsqu'on freine, vous voyez son front par devant, il se réveille, il se réassoit. Lorsqu'on prend le virage, il se couvre, c'est le coude de son voisin qui lui dit, assieds-toi bien, tu es entré ici pour dormir. Voilà autant de choses. Il faudrait qu'on en parle. Je suis d'accord, parce que même les passagers ne sont pas en reste. Vous ne pouvez pas rentrer dans une voiture, vous êtes extrêmement surchargé et on ne contrôle même pas qu'est-ce qu'il y a dans vos... Parce que même ce que renferment vos sacs peut constituer un danger. Voilà. Oui, donc, ce que renferment vos sacs peut constituer un danger. Il y a des objets en métal, il y a peut-être des objets pointus, des couteaux, des bouteilles. Ça peut constituer un danger. C'est pour cette raison, donc, la réunion tenue dernièrement par le secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie, qui n'a pris que les gars de son corps, devait donc impliquer les gars de Sécurité Route, par exemple, de tous les syndicats et même des agences. Mais quand ils font une réunion uniquement réservée aux forces de sécurité, de défense et de sécurité, qui va donc porter, comme vous avez dit tout à l'heure, veiller sur les ceintures de sécurité? D'abord, l'état des bus. Parce que là, c'est une fraude manifeste. Si les bus arrivent à 60 places et on les porte à 70 places, ça veut dire qu'on est obligé de changer de siège. On met des sièges, j'allais dire en métaux, alors que oui, c'est le fer. C'est le fer qui est là et on meuble un peu. C'est pour cette raison, donc, au bout de 6 mois, vous allez voir le semblant j'allais dire, de tampons mis sur le siège, se détériore, alors que c'était douillet, de manière claire. Et là, l'éponge qu'on a mis là ne peut pas mettre un an. Voilà pourquoi le métro ne peut jamais arriver au Cameroun. Non, mais le délégué du gouvernement d'ici nous avait promis comment ils avaient appelé ça, les tramways. Avoir le métro au pays. Peut-être qu'on va prendre des messages de nos téléspectateurs. Donc, on a Marcel depuis Deido qui nous dit qu'on ne respecte pas la sécurité dans notre pays. Ils se font plutôt de l'argent, ceux qui font ces contrôles routiers. Vraiment, c'est la catastrophe. Et aucune prévention ne fait du bon travail, mais ils se font au contraire beaucoup d'argent. Donc, on a cet autre message qui nous dit « Le Cameroun reste le Cameroun, que Dieu nous protège ». Cet autre message, there is just no standard, whereas we have numerous controls. What are these controls for? Nous avons la norme, l'agent de la norme, en fait, type qui devrait aussi nous donner des indications dessus, mais pour le moment, moi, je n'ai encore rien reçu. The Ministry of Transport has a responsibility to make it official the road safety guidelines as well as the FARS. In my opinion, these aspects are completely ignored, making the public vulnerable to transport fare exploitation as well as citizens are exposed to risks while traveling. Voilà, donc on va lire cet autre message. Voilà, donc on va passer à autre chose. Depuis que Général Voyage a été suspendu, le prix de transport a augmenté, surtout sur la route de l'Ouest. Général Voyage est 1000 fois propre et respecte la sécurité que ces bus
et respectent la sécurité que ces bus fantômes que vous voyez. La plupart des chauffeurs, notamment des bus coaster à l'approche d'un contrôle routier, mettent leur ceinture et demandent aux passagers de le faire également. Mais juste après ces contrôles, ils les détachent. Donc c'est Junior de Yaoundé. Oh, ben, je sais pas, c'est Junior qui nous le dit. Non, c'est peut-être ceux qui sont à la cabine. Quand vous êtes à la cabine. Même la cabine. Non, il vous dit de faire semblant d'accrocher de faire semblant. Voilà, c'est ça. Mais normalement, c'est la responsabilité des officiers. Monsieur, votre ceinture, à boucler là. Je veux voir comment on la boucle. Ce n'est pas bouclé, descendez. Voilà donc Kader depuis Ndogbon qui nous dit, n'y a-t-il pas un numéro vert pour signaler le cas de dépassement ultra dangereux et des chauffeurs ivres? Non, il n'y en a pas encore. Il n'y a pas encore de numéro. Voilà, donc c'est peut-être avec ce dernier message qu'on va sortir et prendre notre transition en musique. On se retrouve pour la seconde partie. Merci beaucoup. La suite du Zénith, c'est avec les messages de tout à l'heure, la suite, puisqu'on a eu droit à une première série avec d'abord l'histoire du jour. Je vous la rappelle, si vous prenez seulement l'antenne, il s'agit d'aller savoir le type de correction qu'il faut infliger à notre progéniture. Et puis, autre question dans le même sujet, est-ce que le papa, l'homme, le père qui est le chef de famille, a le droit d'user de toute sa force quand même pour corriger son enfant? Et la femme a-t-elle le droit à son tour de s'interposer lorsque c'est difficile, partant de la civilisation qui est la nôtre? Et puis, la colère de Charles Hamel portant sur l'état de notre réseau routier, mais également le secteur des transports, la qualité des bus que nous empruntons. Donc, au sujet de l'histoire du jour, on a Stéphanie depuis Paris qui nous dit qu'on n'est plus à l'Antiquité. Il y a plusieurs manières de punir l'enfant sans taper. Interdiction de sortie, pas de téléphone. Quand j'étais plus jeune au Cameroun, ma mère avait l'habitude de me taper. Elle m'assonnait quelques coups de ceinture. Alors, comme je savais déjà cela, je faisais n'importe quoi car je savais qu'au retour, j'avais 10 coups de ceinture qui m'attendaient. Donc, c'est ça que je me dis quoi après. Voilà. Moi, j'ai assisté à ce genre de spectacle où les deux parents bondissent sur l'enfant pour le tabasser. On a cet autre message. Je pense qu'à travers cette digne émission, vous devriez exhorter les passagers à laisser le plus souvent les agents de contrôle routier faire leur boulot, car le plus souvent, quand ceux-ci veulent faire un travail exemplaire, ce sont toujours les passagers qui s'y opposent. Cédric de Malantoine. Je ne pense pas. Ils sont envoyés dans la route comme s'ils étaient venus chercher de l'argent. Nous, on souhaite même qu'ils fassent le contrôle. Mais quand le chauffeur sort, il envoie son motoboy avec le dossier de la voiture et quelque chose en main, c'est ça que les passagers décrient. Les passagers souhaitent que ces gens-là viennent les contrôler. Mais de plus en plus, les services de la gendarmerie relevant du CED, on a vu quand même le nouveau général de la 2e région de gendarmerie du littoral, régulièrement dans sur la route, oui, tout à fait. le général Pierre Loubaza, sensibilisant même jusqu'aux passagers. Absolument, oui, c'est ça. Et c'est ça, mais la prévention routière. Le problème n'est pas de sensibiliser. Non, le problème, c'est d'arriver, d'entrer dans un bus. Messieurs, mesdames, bonjour. Attachez vos ceintures de sécurité. Mais c'est ce qu'elle fait, oui. Tous. Oui, non, pas des petites voitures. On sanctionne plus les petites voitures que les gros porteurs. Dans un gros porteur, messieurs et dames, attachez vos ceintures de sécurité. Quand elles existent aussi. Et à ce moment, donc, effectivement, il a donc le loisir de dire au bus, tu ne passes pas. Vraiment, et le propriétaire de l'agent de voyage a l'obligation de vous tolérance administrative. Voilà, c'est ça, vous avez raison. En général, ça n'existe pas. Messieurs et dames, en toute sécurité, un à un, veuillez descendre et enlever vos bagages. Ce bus va en fourrière. Tout à fait, je suis d'accord. Parce que quand il y aura 2 ou 3 exemples comme ça, absolument, ils vont se conformer. Donc, bonjour, je suis d'accord pour la mesure du ministre. Quelles sont donc les mesures d'accompagnement? On souffre énormément sur la route de l'Ouest avec le flux des passagers liés aux funérailles. Et je peux vous assurer qu'il y aura trop d'accidents cette période. Parce que le mois de novembre et décembre, c'est le mois de festival. Il y a trop de festivals. C'est le mois de funérailles. Il y a trop de funérailles. Donc la masse sur l'axe, vraiment, je pense que le ministre sera aussi comptable. Hein, il sera comptable. Déjà qu'il a fait cette suspension sans prendre connaissance des PV. Il devait d'abord avoir le PV des agents qui sont descendus. Il n'a pas pris connaissance du PV. Il n'a pas su qu'il y avait l'huile qui avait été versée dessus.
même si quelque part cela ne dénote. Bon, je crois quand même quelque part que M. Mebengo a hérité d'une patate chaude. Hein. Je ne sais pas, même à sa place, ce qu'il conviendrait de faire forcément, vu la situation actuelle. C'est ça le problème. Hein. Comment on aborde la question, je ne sais pas trop à sa place. Auguste Afumba nous dit, vous oubliez que ces bus sont même pleins de cafards que nous ramenons dans nos maisons. Ces bus ne sont pas désinfectés. Non, je suis d'accord avec lui. Avec les punaises, il y a les punaises. C'est-à-dire, vous entrez, vous êtes sain de corps, tout le trajet, vous êtes en train de vous gratter parce que vous avez pris des punaises. On ne nettoie pas ces bus. Monsieur Mbachou, arrêtez aussi d'emprunter ce type de bus aussi. Non, mais Sam Sévérin, on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Oui. Je ne suis pas comme ceux qui parlent du diable sans l'avoir vu. Moi, je suis vêtu dans ce véhicule. Je me suis assis, Sam Sévérin, je suis sorti avec des cafards. Imaginez-vous un monsieur comme moi avec un cafard dans une veste, Sam Sévérin. Alors que je l'ai pris dans un bus. Et autre chose, Sam Sévérin, ces bus sont devenus des supermarchés. Voilà. Des supermarchés. Alors, messieurs les chauffeurs, s'il te plaît, arachide, on achète. À côté de vous, biscuits, plantain. Et des gens qui mangent vraiment comme si on était dans une porterie. Vous faites tout pour vous retenir, il vous nuit. Après, il se couche, il ronfle, Sam Sévérin. Tu as oublié les vendeurs de ginseng voilà. et de pommade. Les vendeurs de ginseng. Tu prends un bus, même tu as même des cabinets médicaux. On vomit dans le bus. Bon, alors, Megui, prenons la revue des réseaux sociaux avant de venir reparler de cette question quand même des transports. Ok, merci Sam Sévérin et merci à Charles Armel pour le fou rire. Donc, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, on parle en premier plan des inquiétudes au sujet des différentes redditions de nombreux membres de la secte Boko Haram à l'armée camerounaise. Selon des experts en sécurité, l'on devrait prendre avec des pincettes ces redditions qui pourraient peut-être relever d'une stratégie de la secte islamique pour mieux infiltrer les populations camerounaises. Les internautes le pensent également. On se demande donc autant de personnes qui du jour au lendemain se détachent justement de la secte islamique au prétexte qu'elles voudraient ne plus y appartenir et qui sont admises au Cameroun, au sein des populations camerounaises. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures suffisantes pour se rassurer de ce que ce ne soit pas juste des méthodes d'infiltration? Est-ce qu'on a d'abord Mbombok pu s'assurer que ces gens-là viennent effectivement de Boko Haram pour qu'on puisse les reverser ainsi au cœur des populations? Oui, je pense que les services de sécurité se sont rassurés parce qu'ils ne les prenaient pas tout de suite. Apparemment, ils passaient 2 semaines dans leur camp militaire pour préparer leur réinsertion. C'est-à-dire ils étaient pris en charge de manière psychologique pour leur insertion sociale. Mais je suis d'avis avec ces internautes, Sam, qui pensent que l'insertion des ex-combattants dans la société va poser problème. Figurez-vous qu'en France, en Belgique, en Allemagne, c'est ceux qui sont marqués S là-bas chez eux qui sont la majorité qui font des attentats dans ces pays-là. Ils ont une haute sécurité, ainsi de suite, mais un petit relâchement. Mais ici, chez nous, il n'y a pas encore de politique d'identification des terroristes potentiels. On les met dans les camps spécialisés? Non, on les a envoyés dans la société, c'est-à-dire pour retrouver leur famille, pour ceux qui en avaient, et commencer à se déployer dans les mêmes environnements de misère, de pauvreté, ainsi de suite. Moi, je pensais peut-être qu'on pouvait les réintégrer dans les forces paramilitaires quelquefois, mais pas de les laisser comme ça dans la nature. Enfin, vraiment, j'ai peur, moi aussi, quand ils ne seront pas réintégrés, ils ont appris à manier l'alarme. Et ils vont se comporter comment? Ils ont des boutiques pour leur réinsertion sociale. Je me pose vraiment des questions. Oui, tendance. Les gens de Boko Haram commencent à se rendre. Je pense que ça peut être une bonne chose. Donc ils deviennent déjà, ils ne veulent plus nous déranger, ça. C'est ce qu'ils disent, hein, pour Papa, bellon, enfin, je peux dormir le bon sommeil. Je vais encore rappeler à nos frères et sœurs du sud-ouest que papa suivait les pas de Boko Haram. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus la guerre. La guerre n'a jamais ressemblé, ça nous détruit seulement. La guerre même traumatise. Est-ce que je mens bon? Non, non, non. La guerre traumatise parce que quand tu dors même, le sommeil ne gêne pas. Tu as tout peur qu'on peut lancer une bombe. Quand tu marches même, tu as tout peur que... tu veux même aller au champ pour prendre la nourriture parce que tu ne sais pas pas si... Tu sais que où je vais rencontrer le Mami Ouattara en route, je ne sais pas. Même à la messe, on les attaque. Boko Haram, mes félicitations. Papa, je vous dis encore, mais donc,
Les mots me manquent ce matin. Donc, j'ai dit que Boko Haram m'avait fait perdre le poids. Donc, jusqu'à ce que, quand on m'appelle que... Donc, quand je dormais comme ça, je disais seulement que, ouais, Seigneur. Quand il faisait mes prières, il disait que, Seigneur, pardon. Je ne veux plus entendre qu'il y a eu la guerre dans le nord du Cameroun. Je ne veux plus entendre qu'il y a eu la guerre à Kolofata. Je ne veux plus entendre qu'enfin le Seigneur exaucé nos prières. Papa, merci. Je vous remercie. Très bien. Charles Hamel, quand même, l'enthousiasme de tendance mériterait d'être tempéré ici, parce qu'on n'est pas tout à fait proche de... Sam Séverin, nous sommes dans une guerre asymétrique. Et dans une guerre asymétrique, lorsque l'ennemi est acculé, il développe d'autres stratégies. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec, je vous le dis de manière... Ça peut être un plan stratégique mis en place pour faire croire qu'on nous a mis... Pour déclencher le terrorisme urbain. Oui. On dit non, vraiment, on se rend. Là-bas, on a lavé le cerveau en disant, on a vu ça avec les films arabes, Sam Séverin. Où on dit, allez-y, on va te garder en prison, tu vas passer au moins 2, 3, 6 ans. Pour le temps de t'observer, on va te mettre, il y aura des gens qui seront derrière toi pour être sûr que tu es là. Allez, soyez tranquille, allez rester tranquille. Lorsque viendra l'heure, il y aura tel geste qui sera posé. Sam Séverin, je ne suis pas sûr. Alors, quand les gens se rendent, j'ai juste une question parce que je ne comprends pas très bien. Voilà. Quand les gens se rendent, est-ce qu'on les laisse libres comme ça? Je pense qu'ils méritent d'être punis. Si on a la conviction que c'est bel et bien des gens de Boko Haram qui nous ont fait tant souffrir, est-ce qu'ils ne mériteraient pas même jusqu'à la décapitation aussi s'ils ont... Non, les droits de l'homme, Sam Séverin, ne parlez pas de décapitation, non, Sam Séverin. Puisqu'ils se sont rendus d'eux-mêmes. Ici, on ne les a pas... Ils se sont rendus après avoir commis des actes... Oui, ils se sont rendus. Punis, oui, mais pas jusqu'à la décapitation, Sam Séverin. On va vous rappeler que les conventions de Genève, dans cette traque, disent que... Là, effectivement, tout le monde a peur. Je ne sais pas, comme c'est la grande muette, c'est quand même des problèmes de défense et de sécurité d'une nation. Bon, nous ne pouvons pas demander au chef d'état-major de l'armée quelle stratégie il a utilisée. Un gars qui est égorgé, un gars qui est égorgé, un gars qui est descendu, vous le laissez libre. S'il passe à côté d'un abattoir, il passe à côté d'un abattoir. Vous dites que les droits de l'homme, il faut le... Même la vente des couteaux dans les hommes, la Sam Séverin devait être conditionnée. Voilà. Mais je pense que c'est une situation extrêmement embarrassante et très importante parce que dire que les gens se sont rendus à l'armée camerounaise comme ça, ok, un matin, on ne veut plus être partisan de Boko Haram, on est là pour se rendre. Je dis c'est assez insolite. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées déjà c'est-à-dire au cas par cas? Parce qu'il faut le dire, il y a des personnes qui se retrouvent dans Boko Haram volontairement. Il y a des personnes qui ont été enrôlées pour des raisons diverses. Il y a des personnes qui ont été enlevées, c'est-à-dire qui se sont retrouvées dans Boko Haram contre leur gré. Il y en a qui y sont allés pour des raisons financières. Tout compte fait, dès qu'on a été dans cette secte islamique, on a dû voir beaucoup de choses. On a sûrement dû faire beaucoup de choses atroces. Quand on en ressort, ce n'est plus le même mental, ce n'est plus la même personne. Parce qu'on a subi un lavage du cerveau. Est-ce qu'il y a des enquêtes préalables qui ont été menées pour déterminer qui a fait quoi, qui s'est retrouvé dans Boko Haram pour telle ou telle autre raison? Espérons qu'ils l'ont fait. Justement, on espère que ça a été fait. Parce que c'est trop facile de se retrouver avec 300, 400 personnes qui ont été au sein d'une secte qui a égorgé des gens, qui a décimé des villages, qui a fait beaucoup de choses et qu'un matin, ils viennent se rendre. Voilà. Mais moi, qui tuait jusqu'aux chèvres. Et qui tuait jusqu'aux chèvres, franchement, et qui continue de le faire. Qui continue de le faire. Charles Hamel a parlé de la guerre asymétrique. On ne sait pas qui est notre ennemi. Ça peut être l'enfant de 5 ans, ça peut être l'adulte, ça peut être le vieux de 95 ans, de 100 de 8 ans. Justement, voilà, donc vraiment, on voudrait bien être... solidaire, on voudrait bien avoir cette sollicitude-là, mais l'intégrité du territoire national passe avant. Mais alors, un camp dans lequel on les laisse là. En dehors de la ville, on les observe. Voilà. Là. En attendant, disons, vous allez me permettre une petite extrapolation, puisqu'on est en temps de guerre dans le Grand Nord, mais dans le sud-ouest, nord-ouest,
essentiellement, c'est aussi une situation très critique. Comme je le disais en début de cette émission, nous avons affaire désormais là-bas à des débuts d'affrontement en direction des forces de l'ordre et de sécurité. Je pense que le gouvernement de la République doit prendre les mesures appropriées, autant que nous avons demandé aux populations de ne pas s'attaquer aux forces des gendarmes et des policiers qui sont là pour nous maintenir dans la paix. Oui, absolument, Sam, parce que même quand ça a atteint le pic, cette crise-là, je pense le 22 septembre, le 1er octobre, il ne nous est pas venu ici au niveau de nos informations que les populations avaient assassiné les éléments des forces de défense et de sécurité. Ça a commencé en début du week-end passé, ça devient là inquiétant. Inquiétant vraiment dans la mesure où maintenant ça deviendra compliqué. On a demandé de démilitariser la région. Est-ce que en attaquant les forces de défense, ça ne va pas donner maintenant l'occasion à l'État du Cameroun de militariser? Moi, je les soutiendrai dans ce cas-là. Parce que ce n'est pas normal d'attaquer les forces de défense. Ce n'est pas bon. Parce que voilà un enfant, un jeune homme ou une jeune fille qui s'engage à défendre la patrie à 18 ans, alors qu'il ne peut même pas voter. C'est-à-dire que c'est un choix, j'allais dire, difficile, mais noble. Et dans tous les pays du monde, on accompagne les forces de défense et de sécurité. On les encadre même, on s'associe à la défense de la nation. Et là, je ne sais pas, moi j'interpelle là, maintenant, vous avez parlé de ça tout à l'heure, ceux qui ont l'autorité traditionnelle, je les ai vus sortir. Je vais dire, ils ont sorti une société secrète. L'UNSO. Voilà, l'UNSO, effectivement, merci. L'UNSO pour accompagner l'État du Cameroun en disant, celui qui a tué le gendarme, s'il ne se rend pas au bout de tant nombre de jours, il verra ce qui va lui arriver. Il faut dire donc, que depuis ce matin, la situation semble être tendue. Voilà. À Bamenda, on parlera de l'assassinat de deux autres. Voilà. L'assassinat de deux autres maintenus. Donc ça veut dire que cette situation est en train de prendre. Elle bascule. C'est comme si celle de Djakiri, la situation de Djakiri, aurait donné un regard à ceux du Nord. Ouais, c'est pas non, on condamne avec véhémence. On condamne, sauf qu'en amont, on a bien pu laisser les choses se radicaliser, disons-le également avec un certain courage. Le Cameroun est donc sur deux fronts, Boko Haram, et maintenant le deuxième front dans la crise, la partie anglophone, avec la radicalisation qui entraîne finalement des attaques. On n'est pas très loin d'un début de guerre civile là-bas. Il faut désamorcer ça au plus vite. Absolument. Moi, je pense qu'avant la fin de l'année, pendant, si vous permettez une seconde, s'il vous plaît, que le chef de l'État, parce que je sais qu'il ne va pas parler d'ici, qu'il envoie peut-être Christian Toumi et David Aboué-Machoyi, parce que c'est des personnalités respectables là-bas, qui pourraient calmer, parce que on est contre, on n'attaque pas les forces de maintien de l'ordre. Très bien, oui, ce qui m'énerve, c'est que mon père ne s'amuse pas avec son armée. Ce sont ses soldats. Nous, on ne s'amuse pas avec nos soldats. Quand on meurt là, c'est pour rentrer quand. Donc, quand je parle depuis là, c'est comme si vous êtes assis sous vos oreilles. Quand on est fâché, on doit tuer son frère qui vient mettre la paix, c'est ça? C'est ça l'image de mon pays? Non, je vous confirme. Pardon, je ne vais plus entendre parler de ça. Parce que quand on envoie les soldats, c'est pour venir même vous couvrir, pour que vous ne vous entreteniez même pas entre vous. Maintenant, quand vous leur tuez, vos frères, vous gagnez quoi? Vous êtes exposés aux brigands. Hein? Vous profitez quoi? Rien. Parce que le sang de quelqu'un, ce n'est pas l'eau. Je sais que vous me voyez. Vous êtes parti vous cacher pour dire que, malgré ce que la langue bouge l'a dit à Ekiro, on veut ce qu'on veut faire. Vous faites quoi? Ça vous rapporte quoi? Rien. Voilà, le Cameroun, Megui, qui semble être encerclé donc du nord vers les régions du sud-ouest et du nord-ouest, et peut-être de l'est également, parce que là-bas, il y a quelques poches de résistance aussi de la part de quelques rebelles. Forcément, on va demander à ce que nos armées soient un peu plus tendance. L'a dit, notre armée est un peu trop cajolée par le président. Donc, à charge à cette armée-là aujourd'hui, tous les hauts gradés qu'ils mettent leur intelligence de justifier ces voilà, qu'ils justifient ça donc par ces temps qui courent. C'est ça le problème. Qu'ils justifient ça par quoi? En faisant quoi? Par leur ingéniosité à nous trouver des solutions. Vous savez ce que nous coûte un général d'armée en termes de prise en charge? C'est le moment pour eux de mettre en place les bonnes stratégies pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Voilà. Tous les experts que nous savons. Voilà, on a un peu trop d'experts en matière de stratégie. Voilà, tout à fait. Donc, et puis c'est ce qu'on attend des forces armées, la sécurité des citoyens et puis du territoire camerounais. Donc, on ne leur demande pas plus que ça. Voilà. Et le fait qu'ils soient bien entretenus par le chef de l'État, pour moi, ça ne me pose pas de problème au vu des risques aussi qu'ils peuvent prendre, parce qu'il faut le
leur reconnaître. Pendant que nous sommes assis sur ce plateau, il y en a qui meurent du côté de l'extrême nord, qui se sacrifient pour nous. Donc moi, j'ai pas de problème avec cela. Mais en plus, oui, il faudrait que justement que leur conscience professionnelle et puis l'engagement qu'ils ont pris justement prennent le pas sur tout ce qui pourrait advenir et que justement ils fassent leur mission, celle de protéger le Cameroun. Sam, je vais te couper un peu. J'ai même une proposition à faire. Au lieu de tuer nos gendarmes, nos enfants, nos maris, nos frères comme ça, c'est mieux même que les gars là travaillent en civil. Parce que quand tu travailles en civil, on ne sait pas qui tu es. Quand tu es un homme en tenue et que tu es de garde seul, c'est facile que les brigands viennent te finir. Je propose que nos enfants, nos maris, nos frères qu'on envoie au front, que ces gars travaillent en civil. Si l'effectif n'est pas considérable, au risque qu'on les prenne aussi pour d'autres personnes. Des activistes par les populations. Oui, les populations qui sont au risque. Généralement, en fait, dans le principe de l'universalité de la défense, quand ils viennent comme ça, il y a quand même les autorités de relais. Et ils ont des petits signes dans les mêmes parce que sur le plan numérique, il peut arriver que dans les secteurs, il peut y avoir 2-3 gendarmes. Mais Guy, pardonnez-moi, ce n'est pas de notre ressort. En matière de défense et de stratégie, on a des experts, on a des personnels très haut gradés qui ont appris tout cela dans les plus grandes écoles, y compris à l'étranger. Donc c'est le moment pour eux de mettre tout cela en pratique. Nous, on ne peut pas à la télévision vraiment dire ce qu'il y a à faire, surtout que c'est un sujet assez délicat. Donc vraiment, passons au deuxième sujet. C'est ça que j'ai dit qu'on s'en remet justement à l'heure. C'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire. Et c'est même Dieu qui nous garde maintenant. Très bien. Voilà, donc le deuxième sujet, on parle toujours et encore d'insécurité au Cameroun. Désormais, on ne se sent plus en sécurité, quel que soit l'endroit où on se retrouve dans notre pays. Et c'est dommage, parce que cette fois que l'on parle d'élèves qui se retrouveraient donc en possession d'armes dans un lycée bilingue de la place, on parle du lycée bilingue de Niala. Ça a été largement commenté par les internautes sur le site camerouninfo.net, donc des élèves qui ont été surpris avec des armes voilà, dans leur sac de classe lors d'une fouille systématique et qui ont été exclus de cet établissement-là. C'est extrêmement grave, Sam Sévérin. Les internautes se demandent finalement où est-ce que l'on pourrait se retrouver en sécurité si déjà des élèves de la classe de 3e, 4e, seconde se retrouvent avec des armes à feu et se retrouvent encore en train de vendre des jeux de hasard au sein d'un établissement scolaire. On est pratiquement perdu. Alors, la situation géographique d'abord du lycée bilingue de Niala, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, en pleine capitale économique, peut prêter à réflexion. Et effectivement, tendance, vous connaissez bien l'endroit, le lycée bilingue de Niala. Comment tu poses la réponse? Voilà, c'est ça. Ce qui me cœur, c'est que quand tu n'accouches pas, on t'insulte. En accouchant, même tu n'es pas à l'abri des problèmes. Moi, les enfants qu'on accouche, vous prenez les armes où, mes amours? Dites-moi un peu. Vous prenez les armes là où? Parce que vous allez partir en prison et c'est le tribunal militaire. Ce n'est pas vos parents qui vont venir dire qu'on vous libère. Vous allez dire où vous avez pris les armes. Absolument. Et même si c'est mon enfant, je ne laisse pas en prison. Parce que c'est qu'il y a les parents qui vont aller pleurer devant les commissariats et les brigades. Non, les parents ont plaidé pour une punition plus, jamais. Il faut sévère. On va vous sanctionner. Quand on attrape l'arme, ça veut dire que l'arme, d'abord, c'est le tribunal militaire. Ce n'est même pas à discuter. Donc, vous allez assumer vos responsabilités. Pendant que nous sommes là, nous souffrons. Et surtout qu'on note que parmi les élèves impliqués, il y avait un qui n'était même pas inscrit dans l'établissement scolaire en question. Et il a pris la fuite. C'est pour ça qu'il faut veiller sur nos enfants. Les enfants qu'on envoie à l'école, ils arrivent en route, ils rôdent au ghetto. Il faut même que les policiers soient dans tous les ghettos du Cameroun. Dans tous les lycées, il y a toujours les ghettos. Je sais de quoi je parle. Oui, Charles Hamel. Sam Sévérin, j'interpelle tout de suite Ngale Bibert. Je l'interpelle. Où va l'argent des APEE, dont l'objectif est d'assurer la sécurisation de l'ensemble de l'établissement et de mettre à disposition tout au personnel pour faire son travail à l'aise? J'interpelle. J'interpelle Ngale Bibert parce que à côté des établissements scolaires, il y a bar. Là où il y a bar, il y a drogue. Là où il y a drogue, il y a cigarette. Là où il y a cigarette, il y a jambo. Ont-ils la responsabilité, ces différents responsables, de pouvoir le faire, qu'ils fassent des circulaires? Qu'un gars de Bibé fasse des circulaires. Ce n'est pas au commissaire de police de venir patrouiller. Non. On a un suivi général, on a un suivi des secteurs, on a un sanction dans les établissements scolaires. Tous ont un job description bien précis. Alors si ce n'est pas ça, d'où vient-il qu'un enfant qui ne soit pas inscrit
puisse accéder à l'établissement avec une tenue. Ça suppose que le barème d'identification... Mais là, ce n'est pas Ngale Bibeye de veiller à ça. Non, Sam Sévérin, je suis d'accord avec vous, mais je dis, ça pose un problème, c'est ça la PEE. Est-ce que c'est effectivement à la position des parents de pouvoir gérer cela? Ils auraient travaillé à mettre cela. À côté, toujours à Niala, on a un champ de tir. Où tous les gens ont fait les tirs. Est-ce que ces enfants qui avaient les armes, ils sont des enfants issus des parents officiers de police, des parents militaires ou colonels, des parents... Comment ont-ils fait pour avoir accès à ces armes? Quand on sait que même lorsque vous êtes chez vous, il est prescrit recommandé à tous ces hommes en tenue portant les armes d'avoir un lieu secret connu d'eux seuls. Même pas de leur épouse, connu d'eux seuls, où ils doivent ranger cette arme. Alors il y a légèreté. Et même pour garder les armes, Sam, il y a quand même pour, si tu as ton arme et que tu veux garder, il y a des stratégies. Tu des pièces. Tu pars dans un coin de la maison, voici où tu peux mettre les balles. De l'autre côté, tu enlèves le bar, tu caches. Tu ne mets pas l'arme sur une même place. Il y a les armes, il faut dépiécer et garder pour que, même si quelqu'un vient prendre, il ne peut pas prendre tout. Tout à fait. À propos de l'usage et du maniement des armes à feu, effectivement, c'est un gros débat aujourd'hui dans des sociétés occidentales où le port d'armes est reconnu. On peut encore tolérer cela. Mais ici, chez nous, ce n'est même pas reconnu à ce que tout le monde, même les citoyens lambda, puissent s'approprier une arme. Alors moi, je pense qu'il faut davantage plutôt interpeller ici, Mbombok, tout ce qui relève de l'administration, de nos forces de sécurité qui utilisent ces armes-là. Comment est-ce que ça se retrouve assez facilement entre les mains des civils aussi? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ça la question. Mais maintenant, je pense, en fait, je n'ai pas fait des enquêtes, mais je sais qu'à un moment donné, les gangs des brigands recrutaient au sein des établissements scolaires et les enfants désertés qu'on appelle les enfants de la rue. Donc, vous pouvez avoir un enfant qui a, par exemple, la propension, comme disait Charles Hamel, d'aller dans les bars, comment vous appelez ça, les jeux vidéo, et tout ça. Bon, à une certaine heure, vous voyez un enfant, peut-être il a peur de rentrer à la maison, il est happé dans des groupes et apparemment, en fait, j'imagine, je pense que les armes peuvent provenir de là. Et ça devient inquiétant. Mais qui l'a dit, même à Yaoundé dernièrement, on a exclu certains élèves pour cause de consommation de stupéfiants. Comment cela arrive-t-il? Le proviseur du lycée Georges Issa Douala, il l'avait fait il y a 3-4 ans, où une dizaine d'élèves ont été exclus pour détention de stupéfiants. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'occidentalisation? Est-ce que parce qu'ils voient ça dans les CNN, dans les tout? Je n'en sais rien. Et parce ça, il y avait les détecteurs de métaux. On vous dit, un élève est venu assassiner ses camarades avec des armes. Est-ce que... Bon, alors, je voudrais préciser que le lycée bilingue de Niala, dont on parle également aussi très mal situé, je parlais de sa situation géographique, parce qu'il est en bordure de route, il n'y a pas de barrière en tant que telle. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des rares établissements exposés comme ça à la nature. Oui, c'est un paramètre à prendre en compte. Il faut entourer nos établissements quand même de barrières dignes de ce nom. À Niala, c'est totalement ouvert. C'est ce que dit la loi de 77 qui régit. Vous devez être dans une clôture avec à l'intérieur des terrains de sport et d'autres activités pour ces périscolaires. C'est très mal placé. Ça a vu des manquants. On a fait le one man show avec les détecteurs de métaux ici un temps. J'ai dit qu'on détectait les enfants partout. Si on avait tout ça dans la tête, si on avait tout mis ça en pratique, les enfants ne devaient pas entrer avec les armes. Vous voyez comment on prend tout en négligé. Quand ça commence, on fait le one man show, dans les snacks, tu ne peux plus entrer, dans les établissements. Ça se passe comment qu'au lycée de Niala, les enfants Le lycée de Niala n'a pas de barrière. Comment on entre au lycée de Niala? Vous entrez par n'importe quelle voie. C'est ça le problème. Là, c'est ce où on connaît, sans compter les autres lycées qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui, mais merci mon pays. Moi, je dirais Sam Sévérin, c'est-à-dire qu'à contrario de Charles Hamel, au lieu de prime abord indexer le ministre Ngale Bibeye, je vais interpeller les parents. Parce qu'on parle quand même d'élèves de 3e, 4e. Je vais interpeller les parents. Si ces élèves se retrouvent en possession de tels objets dangereux, ça veut dire qu'ils ont des activités qu'ils mènent, des activités peu louables qu'ils mènent déjà. Et ils doivent certainement avoir besoin de temps, en dehors du temps qu'ils passent à l'école. Ils doivent avoir besoin de temps. On disait tout à l'heure qu'on ne peut pas contrôler son enfant quand il sort de la maison. On ne peut pas contrôler, mais si on est un peu plus vigilant, on peut noter certaines choses. Il y a des choses anormales qu'on pourrait noter. Alors, si vous avez un enfant qui part à l'école à 7h30 et qui, en principe, doit terminer à 14h30, moi, je dis, les parents, au lieu de payer la pension, la scolarité et de se limiter à ça, doivent aller un peu plus loin.
vous devez prendre la peine d'aller, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Charles Amen Bachou, que c'est en dehors de la maison qu'on se rend compte de qui est vraiment son enfant. Allez à l'école, comme ça, de façon innocente. Posez des questions aux amis, aux camarades de classe de vos enfants, de façon discrète, comme ça, naïvement. Ça va, tu es l'ami de tel, comment ça se passe ici à l'école, est-ce qu'il est comme ça, il est comme ça. Approchez les professeurs de vos enfants. Demandez-leur comment l'enfant se comporte dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Si vous avez un enfant, il y a des maîtres aujourd'hui qui sont quand même de mauvaise moralité, qui cèdent aux enfants, qui leur donnent un peu d'argent, qui n'écrivent pas les heures d'absence des enfants. Si vous avez un enfant qui vous ramène un bulletin et vous voyez 10 heures d'absence, 15 heures d'absence, vous devez bien vous demander pourquoi est-ce qu'il a été absent. Il y a des mesures de contrôle, même si vous ne le faites pas à 100%, mais il y aura des indices. Allez vous enquérir de comment votre enfant se comporte pendant les classes. Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il suit tous ses cours? Est-ce que s'il est... Il faut pouvoir le faire. Je vous assure que si vous êtes assez vigilant et que vous vous rendez, vous exigez à vos enfants, vous savez qu'ils sortent à 14h30, vous leur dites à 15h, je te veux à la maison. À 15h, c'est-à-dire que si tu dépasses cette heure-là, tu dois avoir une bonne raison avec justificatif. Ce n'est pas la police, mais c'est essayer d'encadrer. Merci bien, Mekhi, pour cette sortie. Sauf que c'est trop magistral. C'est pas magistral. C'est bien. C'est trop magistral. Les parents à la maison à 15h. Les parents à la maison à 14h. Et si on a un enfant qui va laisser apprendre, qui fait on fait donc quoi? On laisse... Ce n'est pas ça, Sam Séverin, parce que autour des méthodes qu'on essaie de prendre. Il faut donc faire quoi? Non, je suis d'accord. C'est le magistral. C'est magistral ce que vous dites. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose, Sam Séverin. Je pense que c'est à chacun de faire son devoir. Vous avez parlé des parents, mais aux encadrés aussi. On a des établissements scolaires où les parents, tous les professeurs titulaires, les censeurs, les suivants généraux ont les numéros de téléphone des parents à qui ils envoient les textos. Je ne vais pas les citer. Votre enfant ce matin arriva en retard. Pourquoi? Votre enfant brille depuis par un absentéisme. Pourquoi? On envoie aux parents. C'est cette relation, c'est ce triangle qu'il faut mettre en place. C'est cette communauté. On dit la même chose, non? Quand je demande que les parents approchent les professeurs. Beaucoup plus, au niveau des encadreurs pédagogiques. Merci, Charles Amel. C'est des parents. La suite, c'est avec interpellation. Et pour la sécurité, surtout au Cameroun, j'aimerais bien que nous fassions de ça un truc immense. Donc, dans nos quartiers, nous avons en nous notre manière de faire la sécurité qui fait partie du chef du village. Déjà, il nous permet d'avoir les gars qui marchent dans le quartier partout et vers le quartier. Nous payons 1000 francs par mois. Et je pense que si l'État camerounais pouvait mettre la main sur ça pour que le développement de la sécurité au Cameroun soit vraiment immense, ça devait vraiment m'aller trop au cœur. Voilà l'interpellation de notre compatriote. Oui, ça avait commencé petitement ici. L'histoire même d'insécurité, oui, mais quand on a commencé à dire les enfants de la rue n'accouche pas. C'est bien nos enfants. Tout à fait. Ce sont bien nos enfants. Ça veut dire que quelque part, les centres d'encadrement, à Bepanda, à Bitamb, à tout, il y en avait un peu partout, les home ateliers pour les jeunes filles inadaptées sociales. Quand tout ça a foutu le camp, nous nous sommes retrouvés avec ce genre d'insécurité. Et malheureusement, là, certains ont même été récupérés par la police, passez rendez-vous. Quand on vous agressait à une certaine époque, au lieu dit ancien Dalip, et que vous allez au commissariat central, là, on devant la police judiciaire, on dit « Ah, le chef de gang habite village ». On vous adresse, on vous dit « Le chef de gang habite telle chose ». Dernièrement, même, Equinox a fait un reportage à Makeya, où on arrête des bandits présumés, ils sont dans le puis comme il dit, on reviendra, chef, on reviendra. Il nargue même les gendarmes qui les ont pris, en menaçant même la population. Voilà dans quelle situation on s'est retrouvé. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on a relevé tout à l'heure, les Seleka et Antibalaka à l'est, Boko Haram là-bas, les sécessionnistes de l'autre côté, il y a cette insécurité-là. Insécurité aussi dans nos marchés, plus nos enfants, voilà. Tendance aujourd'hui, sont dans la drogue. Les pickpockets et tout, ceux qui vous agressent,
à ciel ouvert en pleine journée dans les marchés puisque vous êtes sans dans que quelqu'un ne puisse même vous venir à réduit. secours. Comment on fait? C'est parce que les femmes... On peut avoir une police de proximité? Oui, tu sais que Sam, dans nos marchés, quand on t'agresse, quand on te soutient, celle qui vend le plantain, voit même, elle ne peut rien faire. Parce que si elle parle, on va venir la menacer avec une lame de rasoir. Elle parle même, le soir, quand elle va garder ses plantains, les gars vont venir récupérer. Elle parle même, quand elle va partir, on va la suivre, on va la menacer avec le couteau. Ce que tu veux faire là, laisse-nous faire notre travail parce que depuis que tu vends, on t'a jamais cherché les problèmes. Donc les parents ont peur. On va faire comment? On ne peut rien faire, Sam. Tu vois comment on est en train de soutirer ton frère, mais parle alors. Tu ne peux pas, même si tu fais les signes. Si tu fais les signes, tant pis pour toi. Voilà, oui, Charles Amel, oui. Sam Sévérin, au marché Sandaga, les marchandises arrivent à 2h, 1h30, 2h, 3h jusqu'à 5h. Il y a des femmes là-bas qui sont obligées de mettre 16 pantalons parce que lorsqu'elles se courbent pour essayer d'attacher les légumes, un gars survient derrière et pose des actes contre nature. Sam Sévérin. Juste en face de Sandaga, il y a une brigade, non? Ils ont des plaintes tous les jours. Ils font quoi? Ils font quoi? Brigade de gendarmerie d'un Sam côté, Sévérin commissariat fait le tour. Il y a même un commissariat à côté. Il y a un commissariat à côté. commissariat. On viole ces mamans tous les jours. Je dis, je ne parle pas loin. Vous êtes, je ne parle pas loin. Je dis à Sandaga. Ces mamans se font violer tous les jours par ces gars qui leur disaient que remets encore les pantalons, on va venir avec la lame. Et comme Tana disait, ils marchent avec la lame. La lame. Ces mamans se font violer. Il y a cette zone et le marché double balle. Et il y a un marché double balle. Je vous donne avec des noms où les gars, les mamans subissent des choses dans ces marchés. Vous ne pouvez pas imaginer. Faites le tour comme je l'ai fait, Sam Sévérin. À 22h30, minuit, 1h, les brigades de gendarmerie et les commissariats de police sont bâclés comme des domiciles. Ou lorsqu'on vous poursuit, n'allez jamais vous réfugier là-bas, allez plutôt dans un bar. On a tout compris, Charles. Non, pour dire ça, c'est vrai que quand on parle de sécurité, il faut qu'on renforce. Je préfère qu'on fasse comme en Chine. Les gars viennent de 6h, 12h, 12h, 18h, 18h, 22h, 22h, minuit, 6h. Vous allez voir, les choses vont changer. Et moi ici, je tire à boulet rouge sur le ministère des Affaires sociales. Parce qu'on a parlé des enfants de la rue. J'aimerais revenir là-dessus. Mbokla dit la rue n'accouche pas. Ces enfants viennent de quelque part. Et je le dis, j'ai mal quand je vois un enfant que j'ai connu qui s'est retrouvé dans la rue à 7 ans, qui a grandi. Aujourd'hui, quand je le vois, il a 17 ans, il a 18 ans, c'est une autre personne. À 7 ans, quand il y était, il était récupérable. Parce que si vous approchez ces enfants, moi je cause beaucoup avec eux. Je vais souvent dans une boulangerie, je m'arrête là, et il y en a qui viennent, Megui. Je reste, je cause avec eux. J'essaye de donner des conseils. Si ça peut marcher, ça marche. Et j'essaye de les écouter et je me rends compte à la fin qu'ils ne sont pas dans la rue pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont têtus, qui ont été têtus. Il y en a qui se sont retrouvés là, sous un coup du sort, peut-être parce qu'il y a un parent qui est décédé, le papa a pris une femme méchante. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est jamais de gaieté de cœur. Oui. Ce n'est jamais de gaieté de cœur. Et je le dis que le système social au Cameroun est extrêmement défaillant. Défaillant, violent, oui. Justement. J'étais le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Qu'est-ce qui est fait, justement? Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir récupérer ces enfants? Qu'est-ce qui est fait à la base pour éviter qu'ils ne persévèrent dans cette mauvaise voie-là? Deux choses avant que vous ne continuiez. Les galas de charité organisés par Antonin Tonon et les galas de charité pour les enfants de la rue. Vraiment rapidement, j'aimerais dire que s'il y avait eu des services mis sur pied, de réinsertion, c'est-à-dire on prend ces enfants qui sont dans la rue, il y en a qui sont très jeunes, on les voit errer, personne ne fait rien. Ils grandissent. Après, lors d'un rafle, ils sont conduits à New Bell. À New Bell, ils côtoient des grands bandits, ils côtoient des meurtriers, des assassins, et ils ressortent de là. Et hier soir, on a pu voir dans un reportage de Equinox avec Kate au cœur de la prison de New Bell. Et après, on les voit, c'est des parias. On va te dire pourquoi tu causes avec eux. 425 milliards vont être bientôt débloqués pour la réhabilitation de Betamba. Merci beaucoup. Non, je vous dis, ils ont des projets. Verger Tiroff, à présent. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergituroff. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergituroff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus,
Les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, nous avons donc Miss Vergeturof. Comment on l'appelle, Mariette? Bonjour. Bonjour Sam, bonjour Meggy, bonjour Charles Amel. J'ai trouvé la formule pour atténuer sa colère. Donc à la fin, je vais donner la formule magique. Non, Mariette, tu me vois pas aujourd'hui. Non, je t'ai vu. Hein. Alors que Bareng c'est à dit qu'on n'a plus de produits. Est-ce que tu envoies les Vergeturof à Bareng? Chez Bareng, c'est à Dakar. Elle sera livrée vite fait. Alors, pour ceux qui découvrent le produit, qu'est-ce que c'est? Alors, Vergeturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres, d'élastine, de collagène qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire et elle hydrate en profondeur. Donc, Vergeturof, c'est multifonction. Voilà, et le mode d'emploi, fréquence d'utilisation. Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous appliquez sur les vergetures comme une peinture à doigts, massez, frottez pendant 2 à 3 minutes, n'effleurez pas, massez jusqu'à obtention d'une chaleur. Si au bout de 3 minutes, vous n'obtenez pas la chaleur, continuez jusqu'à 4 minutes, preuve que le produit a effectivement pénétré. Vergeturof s'utilise 2 à 3 fois par jour. Avez-vous d'autres recommandations particulières à respecter pendant l'utilisation? Alors, les recommandations à respecter pendant l'utilisation de Vergeturof, ne l'associez surtout pas aux produits éclaircissant, ne l'associez surtout pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturof sur la zone à traiter et avant de commencer l'utilisation de Vergeturof, prenez la peine de filmer avant et après car c'est vous qui appréciez les résultats. Très bien. Et la crème agit-elle sur tout type de vergetures? Vergeturof est super efficace sur tout type de vergetures. Les vergetures dues à l'utilisation des produits éclaircissants, entre parenthèses Johnson, les vergetures dues à une prise ou à une perte brutale du poids, les vergetures dues à un accouchement ou alors les vergetures dues à une grossesse et les vergetures dues à une transformation hormonale, beaucoup plus pour les adolescentes. Vergeturof est super efficace. Voilà. Et les points de vente à présent? Alors, Vergeturof se trouve dans tout l'étendue du territoire camerounais. Il vous suffit simplement de nous appeler au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 28. Vous nous donnez la ville dans laquelle vous vous trouvez, le quartier, et nous allons simplement vous orienter dans nos différents points de vente. Merci beaucoup. Merci Sam. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Voilà, merci bien. Nous allons quand même, avant la fin de ce programme, avoir une pensée pieuse et particulière pour l'un de nos amis. C'est quelqu'un des milieux du showbiz que nous avons beaucoup côtoyé il y a quelque temps. Nous l'avons appris donc, Alain Boban Le King, si vous le connaissez, dans l'entourage de Lady Ponce. Il travaillait pour Soleil FM aux côtés de Nyassa Soleil. Il a été à Amplitude FM avec beaucoup de collaborations également. C'est d'ailleurs le jeune frère de quelqu'un d'autre des milieux de la communication, Justin Blaise Bolingo, que j'ai côtoyé à LTM Télévision. Alain Boban était gentil, il était quelqu'un d'assez affable. Charles Amel Mathieu, vous l'avez connu? Un très grand ami, quelqu'un vraiment d'assez ouvert. Et c'est grâce à lui, il y a eu la réconciliation entre Eto et Nathalie Nkwa. Il est un très grand acteur. Très proche à Nathalie Nkwa, c'est vrai? Oui, très proche. Donc vraiment, c'est un coup dur. Un coup dur. Un coup dur, c'était l'une des plaques tournantes du showbiz sur la place de Yaoundé. On a une pensée à tous ceux-là qui l'ont côtoyé, Bouba Ngomna, Billy Shaw,
international, Martinez Zogo, empereur d'Adi, et tous les autres Ludovic Onana qui sont dans l'espace radio-télé de Yaoundé. Nous voulons nous associer à votre douleur et à l'ensemble des artistes musiciens camerounais qui savent de quoi nous parlons. Effectivement, pour Nyassa Soleil, le PDG de Soleil FM aussi, nous avons une pensée particulière pour celui-là qui était, je dois le rappeler, le bras droit de Adèle Rufine Ngono, alias Lady Ponce. Merci bien, on va poursuivre ce programme avec un autre de nos partenaires qui s'installe à présent pour évoquer le magasin 1001 tapis. Voilà, Consti Lamine, est-ce qu'il est déjà parmi nous? Bienvenue. Alors, le temps qu'il puisse s'installer, on va prendre un ou deux messages avec vous, Megui, rapidement. Donc, en âge de crise d'adolescence, 5e, 4e, 3e, les parents ont intérêt à se pencher et faire connaître la crainte de Dieu dès la petite enfance à leur progéniture. Senji Foch à Fumban. Alors, je vous en prie, ne tirons pas sur les acteurs de l'éducation. C'est un problème de système éducatif camerounais qui englobe toutes les trois formes d'éducation. L'insécurité n'est pas seulement dans les écoles. Malheureusement, le développement de ce thème est très long. Djachou Jesme. Voilà, donc la plupart des mauvais enfants sont très disciplinés à la maison, mais à l'extérieur, c'est des diables. Tout à fait. L'enfant, il cherche à échapper. Tous les enfants qui sont brigands, ils sont très malins. Très malins. Il y en a même quand j'étais en début des années. Pas seulement les garçons, même les filles de plus en plus aujourd'hui sont dans la délinquance, délinquance juvénile. Un gars debout à la maison, quand on a arrêté un gars, on a dit à ses parents que votre fils est chef d'un gang, mais ses parents n'en revenaient pas. À la maison, très doux. C'est vrai, il y a des enfants qui sont des agneaux, des anges à la maison. Je dis, personnellement, j'en ai connu, mais je vous assure qu'après, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont été capables de faire et vous n'en revenez pas. Vous n'en revenez pas. Bon, disons que l'être humain est ondoyant et divers. Malgré tout, on ne connaît jamais véritablement l'homme. Souvent, c'est même mieux d'avoir des enfants. C'est même mieux d'avoir des enfants extravertis. Parce qu'ils se laissent voir, mais introvertis, c'est souvent les plus dangereux. Voilà. Merci bien pour ces messages. On prend donc Consti Lamine. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous les fans du concept Salaka, ces fans qui sont encore très nombreux ce matin à regarder cette émission 10-12 le Zénith. Alors, chers téléspectateurs, je viens donc ce matin vous rappeler et vous confirmer que nous sommes bel et bien à la dernière semaine de promotion dans les magasins 1001 tapis. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps de nous visiter pendant tout au long de la promotion, vous avez encore le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi pour acheter la qualité commerciale à des prix vraiment dérisoires du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et je rappelle également à tous nos téléspectateurs que nous sommes bien entendu dans notre nouveau point de vente. Le magasin en face, le Palais d'Ika, est en plein aménagement. Donc nous sommes depuis quelques jours du côté donc de la rue Bureau des Transports, juste bien sûr à l'entrée du Bureau des Transports, dans l'autre magasin 1001 tapis. Donc vous avez donc les promotions et je rappelle que la date de clôture c'est ce samedi 11 novembre 2017 à 17h exactement du côté bien sûr de la rue Bureau des Transports en plein cœur d'Aqua. Alors à l'instant, place bien sûr à la vente proprement dite pour le compte de ce matin. Nous allons tout de suite commencer par les tapis neufs de très bonne qualité. Vous les avez bien entendu. À 20 000 francs, les numéros de téléphone s'affichent bel et bien au bas de l'écran. Donc des tapis de qualité supérieure neufs dans le carton. Vous les avez à 20 000 francs. Un tapis bien sûr 2,80 m sur 2,5 m, que ce soit pour le salon, que ce soit pour la terrasse, que ce soit pour la chambre. Des magnifiques tapis de qualité supérieure. Vous avez le choix entre la couleur verte, la couleur bleue, la couleur bordeaux, la couleur bien sûr orange. Plusieurs couleurs à votre choix à un prix unique parce que unitaire,
20 000 francs le tapis, jusqu'au 11 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, nouvellement installé à la rue Bureau des Transports. Alors à l'instant, place donc à notre magnifique robot mixeur 2 balles. Vous les avez bien entendu à 11 500 francs. Je dis bien un robot mixeur qui vous permet non seulement de faire des jus de fruits, qui vous permet d'écraser les condiments secs, qui vous permet bien sûr également, bien entendu chers téléspectateurs, d'écraser bien sûr les arachides tels que appelé encore le ngondo. Vous l'avez à 11 500 francs, un magnifique robot mixeur 2 balles. Et je vous rappelle que la promotion s'achève le 11 novembre, ce samedi. On ne parlera plus de promotion à partir de lundi dans les magasins 1001 tapis. Alors ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir à Aqua, appelez, on viendra vous livrer et les frais de livraison sont supportés à moitié par le concept Salaka. Robot mixeur 2 balles à 11 500 francs. Alors place à l'instant à votre magnifique fer à vapeur pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce qu'ils vont vous insulter. Non, c'est terminé. Magnifique fer à vapeur à 7 000 francs jusqu'à samedi. Et ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez d'argent, appelez, passez vos commandes, faites vos réservations, venez vous enregistrer, parce que même après la promotion, quand on a appelé, on peut toujours acheter au prix promotionnel, à condition de nous appeler avant samedi. Alors la suite nous conduit directement, bien entendu, à une magnifique bouilloire électrique qui vous permet de bouillir de l'eau, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit en campagne, quel qu'en soit où vous êtes. Cette bouilloire électrique, elle est en inox, elle ne se rouille pas, elle a une contenance de plus de 2 litres de contenance, vous l'avez à 8000 avec garantie. Je rappelle que tous nos articles sont arrosés d'une garantie. Alors à l'instant, nous allons parler ce matin d'un ordinateur complet Core de Dio. Les Pentium 4 de 35 000 sont terminés. Il n'y a même plus la souris des Pentium 4, mais c'est terminé. Vous avez donc un Core de Dio de marque HP ou Dell. 80 Go de disque dur, 1 Go de RAM, 1.8 de processeur, écran plat 17 pouces pour le bureau, pour la maison, pour les établissements. Vous l'avez à 45 000 francs seulement. Oui, je dis bien 45 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et je rappelle que les premières personnes à appeler pour acheter un ordinateur complet ou un laptop recevront encore une remise de fin de clôture de campagne. Alors appelez tout simplement à présent. À présent, votre magnifique laptop, ah ben oui, vous l'avez à 115 000 francs. Un laptop Core i3 avec 160 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, vous l'avez à 115 000 au magasin 1001 tapis à l'occasion de cette grande campagne de promotion. Je rappelle que 1001 tapis est à Aqua, face Palais d'Ika et nouvellement du côté donc de la rue Bureau des Transports. Ceux qui n'ont pas le temps, qui vont se retrouver, appelez, on viendra vous livrer. La suite nous conduit directement à Sam Séverin, toujours à la grande promotion, une plaque à gaz turbo. Ça ne noissit pas, ça ne fume pas. Vous l'avez bien entendu, à 27 000. Et tous ceux qui achètent la plaque à gaz turbo reçoivent 1 kg de riz parfumé Njo pour tester votre plaque à gaz. Oui. Je dis bien, quel qu'en soit où vous êtes, dès que vous achetez la plaque à gaz, on donne le kilogramme de riz parfumé Njo. Les woofers, vous les avez entendus, à 25 000, un magnifique woofer avec un radio sortie USB, vous l'avez à 25 000 francs. Et le temps également de rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a encore quelques laptops de 75 000 qui sont encore disponibles. Oui, quelques laptops encore disponibles chez 1001 tapis. Nous allons clôturer la vente avec, bien entendu, des régulateurs de tension numérique. Vous les aviez à partir de 27 000 francs. Alors, place à l'instant au Salaka du jour. Alors, tous ceux qui nous regardent du côté de Ngaoundéré, du côté de Maroua, quelle qu'en soit votre ville, tous ceux qui vont faire les achats aujourd'hui et qui vont appeler au magasin 1001, dont les premières personnes à appeler recevront un savon antiseptique Dora qu'on vous donnera gratuitement pour tous ceux qui vont acheter au magasin 1001. Et je ne saurais partir Sam Séverin sans dire un bonjour à un très grand client, monsieur Simon Pierre, directeur général d'une entreprise de la place, qui est un fan du concept Salaka et un très grand client dans notre concept, dont je vous attends massivement. La promotion s'achève ce samedi à 11 h. Ceux qui n'ont pas le temps, nous acceptons les avances. Les livraisons sont supportées à moitié par le concept Salaka. N'oubliez pas, venez chez nous. La qualité, la garantie, c'est avec les magasins 1001 tapis et le concept Salaka. Merci bien.
Au nom de la liberté de critiquer, nous avons évoqué tout à l'heure, pour le dénoncer, ce qu'on appelle la tolérance administrative au Cameroun, qui constitue donc une gangrène, un frein au développement sur bien de secteurs, beaucoup de laxisme et de permissivité de la part de l'État. Nous allons, en dehors des services de transport, nous attarder sur le domaine de la communication. Ça date de l'époque de Jacques Famendongo au ministère de la Communication, où il avait laissé prospérer une catégorie de journaux, de faux journaux, qui sont reconnus comme bergers, soit au Yaoundé Hilton, les journalistes du Hilton, on les a connus, ou alors à Douala, la rue Mermoz, Mbombok, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, le phénomène n'a pas totalement disparu à l'ère de Issa Chiroma Bakary. Dans le domaine de la presse audiovisuelle, et ce malgré l'institutionnalisation de la carte de presse, vous avez encore quelques francs-tireurs, des pseudo-journalistes et animateurs qui ont pignon sur rue, au su et au vu de tout le monde, causant d'importants dégâts à la société camerounaise aujourd'hui. Vous avez au moins 4 chaînes de télévision privées camerounaises qui sont reconnues, 4 ou 5, en plus de la chaîne publique, comme pouvant exister normalement parce que jouissant quand même d'une assez belle organisation. À côté de cela, les radios, à Yaoundé, ces radios pullulent, c'est chacun qui crée sa radio. À Douala également, la bande FM est truffée. Que dire de la presse écrite nationale? Aujourd'hui, en dehors des 4 ou 5 quotidiens également que l'on pourra citer, quotidiens privés en dehors de Cameroun Tribune, c'est-à-dire Mutation, Le Jour, Émergence, et également le quotidien La Nouvelle Expression, Le Messager. À côté de cela, on pourra ajouter le journal L'Anecdote, la météo par exemple, pourquoi pas Info Matin. Mais passé cette énumération, vous avez alors une autre catégorie de faux journaux qui pullulent et qui continuent de faire beaucoup de mal. Dans cette catégorie-là, vous citerez des noms comme Dernière Heure, Habeas Corpus, Le Jeune Enquêteur, Équation et j'en passe. À ce niveau, nous interpellons donc le MINCOM parce que avant de venir contester tout ce qui est fait dans la presse de mauvais, il va falloir d'abord mettre de l'ordre et assainir parce que vous savez où sont les bons grains de livret. Voilà la critique que nous avons voulu émettre parce que le Cameroun est un pays qui jouit quand même d'une relative bonne santé et qui a beaucoup de beau monde dans les milieux de la communication. Ça ne devrait pas être quelque chose de gangréné aujourd'hui et infesté de la mauvaise graine. Merci beaucoup, c'était le zénith de ce mercredi.